Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, va être un petit peu conséquente, j'imagine. On va parler un petit peu de la surface nécessaire pour avoir un projet agricole viable. Donc, on est aujourd'hui avec Joris qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, Joris, quelle est la surface nécessaire pour un projet agricole viable? Bon, c'est 200 mètres carrés. Ah, ça va, c'est raisonnable. Bon, mais merci beaucoup. Ciao, ciao! J'ai découvert la permaculture en 2015. Donc initiation à la permaculture, CCP, woofing, tout ça. Donc c'est à partir de cette date-là que je suis devenu coordinateur de l'association Permaculture 44, qui est le réseau des permaculteurs en Loire-Atlantique. Et du coup, c'est là-dedans que je t'avais rencontré, parce qu'on avait organisé une conférence à Nantes le 6 novembre 2016. En 2018, là, j'ai commencé à me professionnaliser en faisant une activité, l'atelier fertile, comme formateur consultant en permaculture, avec du coup 4 thématiques de travail: l'animation de projets collectifs, le jardinage, l'habitat et puis donc l'agroécologie. Donc ça nous amène après au sujet qu'on a aujourd'hui. D'après le recensement agricole de 2016, la surface moyenne des exploitations agricoles en France est 63 hectares. Ok, c'est la moyenne française. Ouais, quand on agrège les données, ça donne ça, et ça fait que s'accélérer en fait. Donc ça, c'est le résultat de toute la trajectoire d'industrialisation du secteur agricole là, qui a lieu depuis la fin des années 40, Ouais. et qui fait que s'accélérer. Quand tu dis accélérer, ça grandit ou ça diminue? Ça grandit, ça grandit, et ça se robotise aussi. Et ça, c'est beaucoup plus récent. C'est pas trop connu du grand public, mais il y a énormément d'argent qui est mis maintenant sur la table par les industriels du secteur agricole pour développer la robotisation et l'automatisation. Là, en 2016, par exemple, ce qui avait fait parler, c'était un projet qui s'appelle le Hands-Free Hectare Project en Angleterre. On avait 1 hectare de céréales qui a été cultivé intégralement avec des robots. Voilà. Donc pas d'humains sur la parcelle, un système intégralement automatisé. Il y a beaucoup de programmes de recherche là-dessus, donc c'est un truc qui va vraiment se mettre en place dans les prochaines années et qui va encore continuer à... C'est un stade supérieur dans l'industrialisation et l'agrandissement des fermes dans l'avenir. Okay. Donc il y a finira par un agriculteur que des robots, quoi. Bah, dans la Beauce, si tu veux, c'est ce courant qu'il y a un gars qui tienne 200 hectares, 300 hectares tout seul dans sa moissonneuse-batteuse. Voilà. Ouais. Bon, la céréaliculture, c'est ce qui permet d'aller le plus loin actuellement en termes de superficie, mais clairement, avec de la robotisation, ça pourra se démultiplier dans tous les secteurs, a priori. Donc en fait, en contre-pied de ça, il y a maintenant tout le courant des néo-paysans. Donc, néo-paysans, c'est souvent des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de membres de leur famille qui sont du milieu agricole, et qui sont souvent aussi du milieu ils viennent de la ville, qui s'installent à la campagne. Ça, c'est un phénomène émergent de plus en plus fort. Alors actuellement, on manque un peu de données statistiques là-dessus pour quantifier. Par contre, ce qu'on a au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est ce qu'ils appellent les orcades familiaux, les HCF dans le langage administratif. Donc des personnes, voilà, comme le nom l'indique, qui ne sont pas issues du milieu agricole au niveau de la famille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une grosse augmentation, parce qu'ils étaient dans l'ordre de 15% en 90. En 2014, ils sont passés à 30%. Et pour 2020, d'après l'estimation de la MSA, ils passeront à 40%. Donc il y a une grosse évolution sociologique là, qui est en train d'avoir lieu, qui est en train de renouveler la profession. Ouais, ça m'étonne pas du tout. On le voit qu'il y a pas mal de gens qui sont pas du milieu et qui se lancent, quoi. Qui ont envie de se lancer. Souvent, les filles d'agriculteurs, quand ils voyaient leurs parents trimer pour gagner rien, voire passer sur des faillites, sur des métiers qui sont extrêmement dévalorisés, c'est normal, ils n'ont pas envie de reprendre. Enfin, il y a eu un gros gap générationnel. Ce qui du coup amène au fait que maintenant, la moyenne d'âge des agriculteurs en France, c'est dans l'ordre de 55 ans. C'est hyper élevé. Et toujours d'après les chiffres de la MSA, entre 2015 et 2025, on a la moitié des exploitants agricoles qui partent à la retraite en France. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Donc on a besoin d'avoir des néo-paysans, on a besoin d'avoir des gens qui arrivent et qui renouvellent les pratiques. Et puis, c'est-à-dire, c'est les orcades familiaux, dans les stats, on a plus de 30% qui s'installent en bio. Donc, voilà, ils contribuent massivement en fait, au renouvellement des pratiques agricoles. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. Après, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et du coup, cette question de la surface, comment ça se pose, donc voilà, c'est des personnes qui sont souvent pas issues du milieu agricole. Donc elles n'ont pas le patrimoine, elles ne sont pas héritières, parce que classiquement dans le milieu agricole on dit que la ferme se transmet de père en fils, c'est un peu patriarcal aussi. Donc il n'y a pas cette transmission patrimoniale déjà, donc souvent ils démarrent avec pas beaucoup de patrimoine. Les difficultés d'accéder au crédit bancaire, parce que souvent leurs projets ne sont pas considérés comme crédibles par les institutions bancaires quand ils ne rentrent pas bien dans les schémas de chambre d'agriculture. Il y a aussi l'envie de se remettre sur une échelle qu'ils considèrent comme plus humaine.
Et donc souvent, ça passe par un niveau de mécanisation assez faible, voire pas de mécanisation pour certains. Donc forcément, tu peux pas cultiver les mêmes surfaces quand tu n'es pas mécanisé ou faiblement mécanisé. Bon, après, il y a, à mon avis, aussi l'envie de régénérer l'environnement. Et ça, effectivement, et d'avoir une attention vraiment fine sur les aménagements, etc. Effectivement, passer sur la grande échelle, faire ça sur la grande échelle, c'est compliqué techniquement. Il faut vraiment un gros niveau technique. Puis bon, encore une fois, ils ne sont pas films agricoles. Donc, tu vois, par exemple, un fils d'agriculteur, quand on leur parle de 50 hectares, 100 hectares, ils trouvent ça normal. Quand on n'est pas du mieux, mais ça paraît gigantesque. C'est comme pour un peintre débutant, on lui dit bah tiens, repeins donc le chapiteau de la chapelle Sixtine. Ouais non, peut-être pas. Enfin, ça paraît complètement démesuré quoi. Donc c'est souvent ça. Puis bon, il y a aussi encore d'autres choses. Il y a aussi le fait que souvent, ce sont des projets qui sont considérés comme peu crédibles par les institutions agricoles. Et donc, quand on passe sur des mises en concurrence des terres agricoles par le processus qui est géré par les SAFER, c'est un peu compliqué quoi, pour qu'ils accèdent au foncier. Et typiquement, ce qui intéresse peu les SAFER, globalement, c'est que ce sont des fermes qui sont sur de la petite surface, qui sont en pente, qui sont boisées. Et qu'en plus, quand il y a du bâti, ça les intéresse encore moins. Donc c'est aussi, il y a la problématique d'accès au foncier qui joue aussi. Il y a la question de la mise en concurrence par les SAFER, il y a la question aussi des opportunités en termes de prix, hein, forcément. Parce que typiquement, exploitation, élevage, polyculture, élevage avec des vaches qui vont produire du lait, on a le site de 50 hectares, plus le site central, avec beaucoup d'investissements. Ça chiffre très très vite à 300 000, 400 000, 500 000 euros. Le site central. Et alors ça, c'est complètement inaccessible souvent pour le secteur familial. Mais surtout que souvent, ceux qui veulent, pas tout le temps, mais beaucoup de gens qui veulent se lancer donc, dans l'agriculture, enfin moi des gens que je connais, ils ont des petits budgets quoi. Des petits budgets, c'est toujours un budget, mais du coup 300 000 euros, rares sont ceux qui les ont. Alors bon, après il y a tout un ensemble d'aides à l'installation, mais... Après, c'est des cadres administratifs qui sont parfois vécus comme hyper normalisants par beaucoup de porteurs de projets. Enfin, je veux dire, il y a 2 tiers des installés aujourd'hui qui ne font pas appel à la DGA, par exemple. Ils ne font pas appel à la dotation jeune agriculteur parce que le cadre administratif, mais hyper carré, ça ne convient pas à beaucoup de monde. Mais moi, c'était mon cas. Je sais que ça me fait penser donc à mon cas personnel. Quand je me suis lancé donc, en maraîchage commercial, c'était ça que je faisais. Maraîchage commercial, c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans à peu près. Donc moi c'était sur un petit terrain par rapport à ce que tu dis, 4000 m². Et j'ai eu aucune aide quand je suis allé voir des demandes. Quand je présentais mon projet, c'était tellement petit que tout le monde m'a dit mais c'est n'importe quoi. Et bon, je l'ai fait quand même sans aucune aide. J'ai réussi en travaillant pas mal quoi, à tirer juste un SMIC. Mais c'était très bien, c'était génial avec 4000 m², j'avais mon SMIC en travaillant pas mal du tout. Du coup, toi peut-être quelle surface il faut alors? Quelle surface il faut? Je me lance en agriculture, j'ai pas beaucoup de sous, qu'est-ce que je fais? Du coup, alors juste pour préciser le cadre, après on va parler de chiffres, tout ça, mais là je donne des chiffres qui sont en fait des moyennes, issues de beaucoup de référentiels technico-économiques, des trucs solides. D'ailleurs en dessous de la vidéo on mettra un lien pour que vous puissiez, qui vous permet de télécharger tout un pack de références technico-économiques. Alors c'est un peu dense en termes de données, mais voilà, vous aurez de la donnée, de la faux. Et puis on mettra de toute façon plein d'autres liens aussi, tu vas faire plein de références à des ouvrages ou à des études, tout des ça. biographies, puis pour chaque spécialité, par exemple des sites internet de fermes qui sont dans chacune des spécialités, voilà, vous avez beaucoup d'infos, de données, tout ça. Donc, il y aura des tonnes de liens sous la vidéo et à vous de farfouiller pour aller plus loin quoi. Donc les chiffres que je donne, c'est je pars du principe qu'on parle d'une personne qui s'installe à temps complet et elle essaye d'en tirer au moins un SMIC. Voilà, on pose ce cadre-là, voilà. Si on était sur des cultures vivrières, c'est complètement différent comme conception, comme préoccupation. Alors bon, déjà ce qu'on va voir, c'est ce qui me paraît jouable sur moins de 1000 m². Allez. Tout petit. Micro-ferme ou nano-ferme, on pourrait dire. Et donc des choses qui sont très adaptées pour l'agriculture urbaine, du coup. Oui, parce que l'agriculture urbaine, du coup, on manque souvent beaucoup de place, il y a très peu de place. Voilà, c'est rare. Et puis, c'est aussi des choses qui peuvent facilement se faire en hors-sol. Donc là aussi, c'est hyper adapté pour l'agriculture urbaine où soit le sol est non utilisable parce que pollué ou vraiment trop mauvais état, ou il n'y a pas de sol parce que on est sur des bâtiments, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1000 mètres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec moins de 1000 mètres. Moins de 1000 mètres. Alors, on peut faire quelque chose déjà, un marché de niche, c'est l'héliciculture.
Dis liciculture, j'imagine que tu vas nous dire c'est quoi. C'est l'élevage d'escargots. En fait, c'est vraiment un marché de niche en France. Il n'y a que 400 fermes en France qui font de la liciculture. Okay. Tout le secteur. C'est que 400 fermes. C'est vraiment un tout petit secteur. Et il y en a très peu qui sont en bio. C'est vraiment, vraiment un marché de niche. Et du débouché des gens. Ah ben clairement, mais la production est hyper déficitaire. En France, les consommateurs consomment en tout 65 000 tonnes à l'année d'escargots. Et on n'en produit que 1000 tonnes. Et ça vient d'où les autres escargots? Beaucoup du reste de l'Europe, tout le reste d'Europe. Mais du coup, en fait, en gros, plus de 95% de la production qui est consommée est importée en France. Donc c'est hyper déficitaire. Donc si vous êtes, voilà, c'est typiquement un marché de niche au niveau local, où ça peut très bien marcher. Après, il y a des régions en France où on consomme plus d'escargots qu'ailleurs, mais voilà, mais c'est comme n'importe quelle spécialité. De toute façon, il faut un peu voir le marché, qu'est-ce qui est consommé localement, tout ça. Et donc, sur combien de mètres tu arrives à faire en fait, un parc extérieur où on fait de l'élevage d'escargots, le standard, c'est souvent 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, tu arrives à tirer un SMIC c'est jouable. Si ça marche bien. Quoi. Ben, en fait, disons que on a des densités de population, mais hyper fortes. Du coup, avec des escargots, on joue sur des aménagements pour qu'ils aient plusieurs étages. Donc ça démultiplie la surface. Alors souvent, ils sont nourris avec des farines. Souvent, qui sont souvent importés. Du coup, ça externalise. Souvent, les producteurs ils externalisent cette partie-là. D'accord, du coup, quand on dit 500 mètres, si on voulait vraiment être autonome, du coup, là, il faudrait rajouter. Il faudrait plus pour pouvoir les nourrir avec le plus. Quoi. Sans doute, il faudrait sans doute aller probablement vers 1 hectare en termes de production céréalière. Mais souvent, c'est quasiment tous les producteurs, c'est externalisé. Hein. Voilà. Parce qu'ils font appel à des fournisseurs qui font vraiment le produit, qui est hyper calibré pour les escargots, tout ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi en nourriture amener tous les déchets de culture, déchets de cuisine aussi. C'est valorisable. Et il faut une particularité, c'est qu'il faut que beaucoup de calcium. La nourriture, donc là aussi on peut valoriser typiquement de la coquille d'huile broyée, de la coquille de broyée, voilà. Donc on peut jouer aussi sur la valorisation de déchets organiques quand même de façon assez intéressante. En gros, les ratios, c'est il faut 2 kg de nourriture pour produire 1 kg d'escargot. Donc ça, en fait, en termes de conversion, c'est hyper efficace. Ouais, c'est pas mal. Bah ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Et le prix du kilo d'escargot alors alors quand c'est transformé, c'est souvent fait. Alors il y a les terrines, après c'est tout ce qui est terrine. Bon après il y a des œufs en bocaux aussi. Il y en a qui font du savon avec qui dérivent tout ça. Après, c'est quasiment toujours transformé, c'est rarement vendu brut parce que c'est à peu de valeur. C'est quasiment toujours. Puis en plus, du coup, ça permet de démultiplier la durée de conservation, forcément la transformation. Donc typiquement, ton kilo d'escargots qui ont été persillés, préparés, tout ça, en bio, ça vaut dans une fourchette 20 à 30 euros. Voilà. Non, pas mal. Donc voilà, et puis tu as sur des rotations, en gros, tous les 6 mois. Tu renouvelles tout ton cheptel d'escargots tous les 6 mois, donc tu as une rotation assez importante. Après, ça dépend si tu fais quelque chose de très nature, où là tu as une saison de culture dans l'année. Ou si tu fais quelque chose de plus dans des environnements contrôlés, où là du coup tu peux faire une production toute l'année. Ça, forcément, ça va beaucoup varier ton coût des investissements initiaux si tu fais sur quelque chose dans un environnement bien contrôlé, tout ça. Voilà, donc la liciculture. Après, il y a les micro-pousses. Alors ça, c'est assez récent. En fait, il y a une grosse mode là-dessus qui vient d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Là-bas, il y a un marché là-dessus, mais qui a au moins depuis 20 ans. Donc ça commence à arriver beaucoup chez nous. En gros, c'est le stade après les pousses germées. Donc les pousses germées, hop, petite pousse, clac, les cotylédons qui émergent et puis on mange tout de suite. Là, c'est le stade après. Souvent, c'est des cycles entre 1 et 2 semaines, on fait pousser après la germination. À ce moment-là, clac, c'est coupé et ça, c'est mangé. Alors ça, du coup, c'est un goût un peu piquant, très très frais. Et puis au niveau nutritionnel, c'est vrai que c'est absolument exceptionnel en termes d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, c'est assez génial. Et c'est quoi comme plante en général qui est commercialisée en micro-pousse? Il y a une diversité, il y a du tournesol, il y a de la moutarde, c'est beaucoup de crucifères, enfin grosso modo en toutes les espèces sur les graines germées. Donc en fait ce qui coûte le plus cher en charge quand on fait ça, c'est les graines. Du coup, parce qu'après le matériel il est assez basique finalement, c'est des plaques de semis, il faut du bon terreau de semis comme il faut. Souvent, alors la production se fait avec des lumières en LED. Ce qui du coup pose un peu question d'un point de vue écologique du reste parce que pour faire tes LED, il y a tout le processus de fabrication de LED, puis là il n'y a pas de filière qui soit vraiment efficace en termes de recyclage. Donc, bien sûr.
Là, c'est le point noir sur les micro-pousses. Hein. Cette histoire de LED, c'est un peu compliqué. D'accord, tu peux Après, pas le faire en plein... du coup, la saison est plus courte. Parce que tu fais en elle est plein beaucoup plus air, courte. bien sûr. C'est ça. C'est pour ça que souvent, enfin, moi, tous les projets que je vois, ils sont systématiquement en LED pour qu'ils rentrent dans l'investissement et que c'est leur production principale. Mais on pourrait imaginer que ça soit une activité saisonnière, typiquement l'été, où ça pourrait se faire à la lumière naturelle. Ça Ouais, ou pourrait bien tout à fait selon se gérer, sur les variétés de sur ça. plantes, il y a quand même des plantes qui peuvent germer avec des taux de quantité de lumière plus petits. Donc varier en été, tu fais telle plante, en automne, tu fais celle-là, et voilà. en jouant sur les plantes. Quoi. Voilà, après c'est un marché qui est émergent. Donc après oui, c'est un peu plus fin au niveau de la commercialisation. Les particuliers, ils en prennent pas énormément. Ce qui vraiment marche bien, c'est les restaurateurs. Donc la taper pour les restaurants gastronomiques, ça c'est quelque chose qui marche de plus en plus. Ils voient vraiment l'intérêt au niveau des saveurs, etc. C'est très relevé, donc ça les intéresse. Et c'est vrai qu'on est sur des prix effectivement qui sont vraiment élevés, puisqu'on est sur, en gros, de la fourchette, c'est entre 50 à 100 euros du kilo. Oui, c'est cher. Donc voilà. Et ça, c'est alors quelle surface tu arrives à avoir ton SMIC C'est jouable, il y a beaucoup de projets qui se font sur moins de 1000 m². Parce que du coup, ils jouent sur des étagères, ça permet de démultiplier la surface. Du coup, parce qu'ils font une étagère avec 10 niveaux, quoi, par exemple. Donc, forcément, ça démultiplie toute la surface. C'est vrai que ça a l'air bien adapté à la ville, quoi, au lieu urbain. Bah oui, parce que s'il faut comme produit, il faut que ce soit commercialisé tout de suite, hyper frais, donc très très proche d'un gros bassin de clients, de clientèle potentielle, forcément. En ville, c'est pas mal. Et pour donner un petit ratio, sur une plaque de semis, comme on fait des rotations très rapides, puisqu'on est sur des cultures en 1 à 2 semaines, on peut atteindre 16 kg de production au mètre carré à l'année. C'est quand même pas mal. Voilà. Et après, donc, on a les champignons, troisième spécialité, qui peuvent se faire, ça peut être jouable sur moins de 1000 m². Donc gros avantage, c'est qu'on peut beaucoup valoriser des déchets organiques avec ça, les marques de café, les drèches de brasserie aussi, la sûre, la paille. Alors après ça dépend des espèces de champignons, mais voilà, on peut beaucoup valoriser ce genre de matière organique. Là aussi ça se commercialise bien en frais, donc toujours pareil, c'est bien adapté, c'est quand on a en ville ou en milieu périurbain. Alors après c'est comme les micro-pousses, il faut vraiment les bichonner. Il y a un suivi hyper précis sur la température, l'humidité de l'air ambiant et puis aussi le taux de CO2. Il faut le réguler, c'est les champignons, c'est un truc un peu technique. Mais après ce qui est assez génial avec les champignons, c'est qu'il n'y a pas besoin de lumière. Du coup, il y a des gens qui peuvent le faire en conteneur, il y en a qui font dans les caves, etc. Du coup ça a beaucoup plus de flexibilité sur l'emplacement. Donc c'est pour ça qu'il y a ça pousse un peu partout, ce genre de truc dans les grandes agglomérations actuellement. Là, Voilà. Donc là, c'est sur moins 1000 m², 3 exemples, escargots, en termes de production. Et puis ce qui est avantage en plus, toujours pareil, en situation urbaine ou périurbaine, c'est aussi c'est un public qui est très en attente sur la pédagogie, découvrir, donc c'est très facile derrière de développer des activités pédagogiques. Exemple champignons, c'est vendre le bloc de champignons prêt à pousser, voilà, la personne a juste à l'amener chez elle, hop, elle fait quelques incisions, elle l'humidifie, clac, ça fait de la pleurote par exemple. Un peu sympa. Donc c'est souvent quoi, pleurote, shiitake, peut-être champignons de Paris. Voilà. Finalement la gamme elle est assez restreinte. Pleurote, c'est les plus communs. Donc maintenant on peut parler de celles qui sont des activités sur entre 1000 m² et 1 hectare. Souvent ce qu'on appelle souvent micro-ferme, un peu dans cette catégorie-là. Je pense que c'est une fourchette qui revient souvent plutôt au-dessus de 1000 m² souvent, moins d'1 hectare, c'est un truc. La première spécialité c'est le maraîchage diversifié. C'est ce qui se passe souvent, j'ai l'impression. Souvent les gens vont vers ça en tout cas. Oui, chez les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, il y a vraiment une grande partie. Alors moi j'ai pas vu vraiment de statistiques officielles, mais vraiment je dirais qu'il y a au moins la moitié qui vont vers cette spécialité-là. C'est très très attirant. Après, dans le milieu agricole, on parle de maraîchage diversifié dès qu'on fait plus de 10 légumes. Donc il faut pas, en fait, ça ne faut pas beaucoup. Souvent, à maturité, quand le système tourne bien, on est sur des ratios sur 30-40 espèces de légumes. C'est classiquement. Ce qui permet de faire des productions sur les 4 saisons potentiellement. C'est possible. Après, il y a un peu de schéma dans ce que je vois. Il y a ceux qui vont faire sur 9 mois. Voilà. Et ceux qui font vraiment sur 12 mois. Ceux qui font sur 9 mois, c'est pour se garder l'hiver où ils font juste pas de production. Voilà, ça a l'air d'être la majorité, moi c'est ce que je faisais. Donc, parce que tu dis aussi tu as besoin d'une pause. Oui, c'est nécessaire. Psychologiquement, c'est quand même du boulot. Il ne faut pas mentir sur la quantité de travail qu'il va falloir apporter pour gagner son salaire. Et donc, si tu as 3 mois de pause, c'est même pas une pause en fait. Tu continues à réaménager ton printemps et tout ça. Oui, tu bosses toujours un peu. En fait, souvent sur la période creuse en maraîchage diversifié, tu es sur
30 heures de travail la semaine, c'est pas rien. En fait. Ouais, bien sûr. Et les pics, on va être sur mai jusqu'à octobre. Et là, tu peux atteindre, certains ils atteignent 70 heures en pic de production de travail à la semaine. Donc c'est bien intensif. Bon, ça me fait penser à un sujet, tu me dis si tu veux en parler, par rapport aux 1000 m². Ouais. Maraîchage commercial en 1000 m², il y a des chiffres qui courent sur gagner un SMIC avec 1000 m². Oui. Qu'est-ce que tu en penses? On peut en parler. Donc là, c'est toute l'histoire de l'étude agronomique qui a été faite, effectivement, pilotée par AgroParisTech et l'INRA au niveau de la ferme de Béquellois. Ouais. Donc sur la période 2011-2015, donc tous les résultats de l'étude sont disponibles en ligne, on mettra le lien, voilà, vous pourrez voir, voilà, tout ça est disponible. Bon, alors c'est assez technique comme sujet, je vais essayer vraiment de synthétiser. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est 1000 m² cultivés déjà. Ouais. Donc c'est vraiment l'endroit de la planche cultivée. On compte pas les allées. Voilà, on compte pas l'espace de circulation, on compte pas les bâtiments techniques. Enfin, voilà, bien, mais ça, ils ont été bien explicites là-dessus, mais il faut juste être trop clair là-dessus. Tout ça rappelé, quoi. Oui. Donc en fait, en termes de... Tu doubles facilement la surface en total, en fait, déjà. De départ. De départ. C'est peut-être facilement 2000 m² si tu veux avoir 1000 m² cultivés. Première chose. Bon. Deuxième chose, ces 1000 m², ils ont été isolés dans un site qui est beaucoup plus large et qui a déjà beaucoup de maturité, quoi. Ils avaient déjà au moins 5 ans d'expérience sur le site, donc il y a eu déjà tout le gain d'expérience au fil des années. Puis aussi le fait qu'ils ont agrégé leur sol, c'est vrai qu'ils ont démarré sur un sol qui était en très mauvais état, voilà, etc. Ouais, ils ont apporté pas mal de matière organique. Énormément de matière organique, c'est des ratios qui sont de l'ordre de 200 tonnes de fumier à l'hectare. Donc, par an. Donc il y a un apport de fertilité depuis un centre équestre qui est considérable. Ouais. Donc voilà, il faut bien voir cet aspect-là aussi. Je veux produire toi-même ta matière pour enrichir le terrain, c'est un autre délire. Voilà, et ça c'est souvent un grand impensé sur le maraîchage en fait. Parce que si on voulait appliquer la démarche permaculturelle, d'autonomisation vraiment jusqu'au bout, il faudrait pouvoir être autonome sur l'apport en matière organique. Et ça c'est très rare sur un maraîchage qu'ils font. Autant sur d'autres systèmes, comme par exemple les polycultures élevage ou les grandes cultures, c'est nettement plus simple. Autant sur le maraîchage, comme du coup on exporte énormément de nutriments hors des parcelles et qu'ils ne reviennent pas. Parce que les déchets de culture sont hyper azotés, donc il y en a peu qui reviennent en termes de près des sels minéraux, tout ça. Et puis typiquement nos clients ils reviennent pas avec leur compost de toilette sèche chez nous. Il y a un gars, j'ai oublié comment il s'appelle, un gars qui a lancé sa ferme, tu dois le connaître ou pas, bref, en tout cas qui a lancé un projet et il est parti justement, son début de réflexion c'était la matière organique qui va partir, je veux qu'elle revienne. Donc il s'est lancé d'abord sur un projet de collecte de compost et le deal avec ses clients c'est qu'ils achètent des paniers de légumes. Mais s'ils peuvent, ils ramènent tout leur compost de cuisine. Et c'est pas mal en lieu urbain parce que tout le monde ne peut pas composter. T'habites en ville, 3e étage, ton compost, qu'est-ce que t'en fais? Le compost, déjà déchets de cuisine, c'est compliqué. Et compost de toilette sèche, c'est encore plus compliqué. Typiquement en milieu urbain, c'est. Donc, lui, il est parti sur une réflexion compost en priorité. Donc, bon, je sais pas où il en est, j'ai oublié son nom, c'est dommage. Mais si je le retrouve, je mettrai le lien aussi. Quoi. Oui, c'est bienvenu, mais voilà, voilà, c'est toute une démarche pour mettre ça en place. Et c'est souvent un impensé. Enfin, le seul qui a vraiment bossé là-dessus à ma connaissance, en termes de recherche agronomique, c'est John Jevons, dans sa version du maraîchage biointensif. Lui, il prévoit dans son cycle de plantes culture des plantes qui sont là pour produire énormément de biomasse et qui sont intégrées donc sur le site comme mulch et puis comme un moment. Dans mon souvenir, il y a 60% du terrain en céréales pour pailler le reste du jardin, apporter le carbone nécessaire, etc. C'est ça, c'est considérable. Donc après, c'est souvent, du coup, d'un point de vue temps de travail et d'un point de vue économique, souvent on le fait pas en fait, généralement. Et c'est vrai que c'est très exigeant d'arriver à faire ça. C'est un vrai défi technique aujourd'hui là-dessus. Après, quand on commence, si c'est le cas des gens qui regardent ou pas, mais c'est bien de ne pas vouloir commencer, mais je pense que ça va venir peut-être dans les conseils, de ne pas vouloir commencer à tout faire d'un coup. Non. Si au début on importe notre matière organique, notre paillage, etc., c'est pas dramatique. Mais non, c'est pas grave. Et on peut améliorer notre technique doucement au fur et à mesure sans se mettre trop la pression. Des solutions lentes à petite échelle. Voilà, tranquillement. Bref, donc voilà, il y a l'apport massif depuis l'extérieur. Donc c'est 1000 m² qui sont isolés sur un site qui est beaucoup plus large, etc., qui a déjà toute une biodiversité fonctionnelle avec les subsidiarité pure, et voilà. Le fait qu'on est sur de l'agroforesterie aussi. Grosso modo, si on synthétise, moi ce que j'ai vu en termes d'études agronomiques, quand on a un système agroforestier type verger maraîcher, donc à la fois des arbres fruitiers et qui est intercalé entre des planches maraîchères, en fait en termes de gain de productivité pour le maraîchage, on est entre plus 5 et plus 30%.
Donc c'est vraiment important en termes de gains. Après ça se fait pas à T0, ça met quelques années à se mettre en place, mais c'est voilà, c'est vraiment important. Bref, donc il y a déjà il y a tout un environnement qui est en place. Après on dit souvent ils avaient des stagiaires, bref, de la main-d'œuvre gratuite, mais alors à mon sens c'est vrai que là c'est plutôt un faux argument parce que tout a été bien comptabilisé dans l'étude. Ils ont vraiment fait l'effort de tout comptabiliser, donc ça on peut pas, pour moi on peut pas faire le reproche. Oui, les heures de travail sont comptées. Tout a été bien suivi, donc là moi je peux rien dire. Bon, après il faut aussi voir qu'on est sur donc eux ils sont basés, ils ont pris le volume de production, ils ont multiplié ça par ce qu'on appelle la mercuriale des produits bio. Donc en fait c'est la moyenne départementale des produits bio. Voilà, en termes de pour positionner, pour avoir quelque chose de relativement fiable en termes de coût, quoi, de vente, enfin de prix de vente plutôt. Après il y a un biais, là il y a déjà un premier biais statistique dans l'étude, c'est que ils partent du principe que tout ce qu'ils ont produit va être commercialisé. Alors que c'est jamais le cas dans le maraîchage. Voilà. Typiquement, c'est hyper courant de perdre 10-20% de la production, soit parce qu'elle est un peu moche, elle est un peu abîmée, donc elle est pas, c'est pas ok pour la commercialiser, ou de toute façon, où tu as des invendus. Hein, tu n'arrives pas forcément à tout écouler. Donc déjà, moi je dirais, si on est prudent, tu t'enlèves au moins une marge de 20% sur tout ce qui est invendu ou légumes qui sont trop moches pour être commercialisés. Déjà, ça me paraît être une bonne marge. C'est une première chose. Ok. Donc en gros, pour revenir à cette étude, il faut au moins doubler la taille du terrain qu'on achète si on veut faire ce projet-là, au moins. Pensez que c'est un système agroforestier. Voilà. Et en plus, savoir qu'on a beaucoup agrandé le sol, on l'a beaucoup amélioré, voilà, il y a beaucoup de techniques pour faire ça, mais voilà, on a déjà un sol qui est déjà bien fertile, hein, on ne démarre pas sur de la caillasse. On est sur énormément d'apports de fertilité depuis l'extérieur, 200 tonnes de fumier à l'hectare apparemment, c'est énorme. Donc on a un sol qui est littéralement du compost en fait, c'est hyper nutritif, donc ça, voilà, les légumes ils ont un sol hyper meuble, donc ils développent leur système racinaire hyper facilement, puis énormément de nutriments en fait. Ils apportent aussi, le ratio c'est à l'hectare ça fait 2000 tonnes de mulch par an. Colossal. Voilà, donc oui, parce qu'ils font un gros mulch d'été. Enfin non, un grand mulch d'hiver, pardon, et puis 2 petits mulch pendant la saison de culture, enfin voilà, sur la période en l'été, grosso modo. Donc en tout cas 20 cm de mulch. Ça chiffre très vite en termes de quantité. C'est ça, du coup, il faudrait voir avec quel terrain qu'il faut pour produire tout ça, pour nourrir les chevaux, pour faire en gros, le ratio que je vois, moi, c'est que pour mulcher avec de la paille, typiquement, donc 1 hectare de maraîchage, il faut compter 4 hectares de champs de céréales. Et c'est encore plus si jamais tu ramènes juste du fumier, ça veut dire que tu as nourri ton cheval qui a beaucoup plus consommé que ce qui te rend en fumier. C'est ça, un cheval en pâturage tournant à l'année, grosso modo, c'est 1 hectare. Tu vois, et pour que tes 200 tonnes, il ne faut pas un seul cheval, il en faut beaucoup plus. Bon, voilà, c'est intéressant, de toute façon l'étude est tout à fait intéressante, mais il faut un peu bien décortiquer les chiffres. Ouais, l'idée c'est pas de se dire j'ai 1000 mètres carrés, je vais faire du maraîchage commercial et ça va aller, quoi. On peut tenter le coup, mais il faut faire hyper attention. Moi je partirais sur des chiffres beaucoup plus prudents. Ouais, c'est bien, vas-y. Par exemple sur les référentiels qu'on a sur le maraîchage sol vivant, donc c'est une approche dans le maraîchage bio que moi j'aime beaucoup. Je vous renvoie d'ailleurs sur la chaîne YouTube Maraîchage sol vivant, énormément de vidéos, énormément de ressources, enfin allez-y, maraîchage sol vivant. Il y a aussi un site internet avec d'autres ressources gratuites. En dessous, voilà, tout pareil. Bref, j'aime beaucoup ce réseau-là et cette méthode. Et en fait, en gros, dans le référentiel, au mètre carré développé, donc on compte les allées, on compte les espaces de circulation, on est en moyenne sur des maraîchers qui ont au moins 5 ans d'expérience, quand même. Et qui ont au moins 5 ans aussi d'amélioration du terrain, du coup. Exact. Hein, on est en moyenne sur 70 000 € de chiffre d'affaires à l'hectare. 70 000 € de chiffre d'affaires à l'hectare. Donc en fait, si on ramène au mètre carré, bah, c'est comme un hectare ça fait 10 000 mètres carrés, ça fait 7 €. C'est pas pareil. Et ça donne, voilà, ça c'est des ratios nettement plus réalistes, quoi. Et quand vous commencez, typiquement, voilà, c'est intéressant de vraiment étudier tous ces référentiels pour voilà, avoir des chiffres bien concrets. Autant que possible des référentiels dans votre localité. Et, voilà, selon les régions, ça ne sera pas les mêmes, le climat. Sur les conditions pédoclimatiques, c'est pas pareil. Exact. Et puis, mettre une bonne marge de sécurité, quoi. Toujours, Moi, je dirais au moins 30%.
au départ. Ouais, parce que manque d'expérience, sol qui est pas forcément terrible, voilà, il faut vraiment... Ouais, puis on peut avoir une mauvaise année sur la tomate, la pomme de terre ou que sais-je, et ça casse le chiffre. Quoi. Bon, après, en fin de vidéo, on parlera de tous les conseils sur le démarrage, tout ça, mais voilà, effectivement, en termes de chiffrage, il faut avoir des bonnes marges de sécurité. Il vaut mieux être prudent. Clairement. Okay. Bref, donc maraîchage biodiversité, globalement, donc maraîchage diversifié. Donc maraîchage bio-intensif, il y a aussi, c'est une autre approche, donc là qui est beaucoup plus répandue, très répandue dans les pays anglo-saxons, là ça commence à beaucoup arriver en France. En gros, les ratios, c'est 8000 m², enfin total, hein, par personne à temps plein. Okay. Pour se dégager un SMIC, on est un peu dans ce genre de ratio. Voilà, il y a beaucoup de références, donc c'est des choses fiables. Parfait. Après, ce qui serait intéressant à mon avis, pour que ça marche bien, du maraîchage diversifié globalement, c'est penser des associations de culture. Alors, après, il y a faire des choses pas trop compliquées, parce qu'un maraîchage commercial, si vous faites passer sur 10 plantes associées, ça va être ingérable. Il faut par exemple 2-3 plantes, espèces associées ensemble, ça peut être intéressant, enfin, voilà, pour multiplier le rendement au mètre carré. Il y a aussi l'idée de commencer une culture alors que la culture précédente n'a pas encore terminé de finir. C'est typiquement une chose qui explique, parmi les recettes chez le Bec et Loin, ils sont bons là-dessus. Voilà, quand la culture de tomates n'a même pas terminé, hop, ils commencent déjà à planter la précédente, donc on accélère le cycle de rotation. Donc c'est aussi l'idée de faire des rotations sur les 4 saisons dans l'année. Voilà, bah oui, ça démultiplie forcément ton rendement. Avoir une attention très fine sur les dès qu'on arrivait de parasites. Donc du coup c'est aussi un avantage de la petite surface, c'est que du coup on peut se balader chaque matin, hop, bien regarder ce qui se passe, et là où on est vraiment efficace, c'est vraiment au tout début, quand le puceron commence à arriver, hop, là on peut faire un traitement préventif, c'est beaucoup plus efficace que attendre que déjà la population soit en place, et là ça va être plus difficile. Mais là dans les chiffres que tu dis, tu prends pas en compte la transformation. Ah bah oui. Ouais. Qui pourrait permettre d'avoir des terrains plus petits si on transforme nos tomates en... ketchup, que sais-je. Mais clairement, après je vais parler des stratégies pour justement qui permettent de diminuer la surface, mais quelle que soit la production. Super. Oui, il y a ça bien sûr. Après, il y a bien contrôler l'enherbement. Parce que bon, ça c'est un poste où on passe énormément de temps si on gère pas bien. C'est un temps incroyable. Ouais, c'est sûr. Donc après, il y a toutes sortes de stratégies différentes mais en tout cas, cette question d'enherbement, c'est un vrai gros sujet. En général, quand on commence, on se retrouve à poser cette question de l'herbe. Effectivement, en plus, il y a de la philosophie aussi par rapport à ça. Quelle stratégie on va adopter face aux herbes. Chacun a son approche. En gros, moi, je vois 2 grandes stratégies qui sont pas inconciliables du reste. C'est la question du mulch, faire un mulch très épais. Mais il faut avoir la ressource en mulch, il faut choisir le bon mulch, enfin voilà, après il y a l'aspect technique. Puis après il y a les bâches tissées. La bâche tissée, c'est une solution pas mal pour plusieurs aspects, surtout quand on commence. C'est parce que ça coûte pas cher et c'est très simple à dérouler. C'est aussi que si la bâche tissée laisse passer l'air et l'eau, donc c'est pas de la bâche d'ensilage, c'est pas un truc complètement imperméable, au contraire, donc c'est intéressant, ça respire, derrière ça permet d'assurer une certaine nutrition du sol. C'est pas déconnant au niveau de l'impact sur la biologie du sol, c'est pas du tout déconnant. Le sol se réchauffe plus vite que souvent que sur des mulches, en général ça va plus vite, donc typiquement les légumes primaires, ça se passe mieux. Du coup tu fais facilement, ça permet typiquement tu arrives sur une friche, clac, tu déroules un grand rouleau, 100 mètres de long, 4 mètres de largeur, clac, tu laisses pendant 3, 4, 5 mois, hop, après tu le soulèves, tu as une sol qui est hyper ameublie, bien désherbée. Bon, sauf s'il y a vraiment des trucs hyper résistants, type liseron, chien-dent, ça arrive, mais grosso modo, effectivement, tu as bien désherbé. Tu as un sol qui est nettement plus meuble, qui a été. Du coup, ça a repopulé les vers de terre, donc derrière, un sol qui est déjà plus vivant, bref, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, contrôler l'enherbement, typiquement, hop, au départ, surtout au démarrage, on déroule. On attend que la végétation dessous, toute la biologie, notamment les vers de terre, donc ils émergent. Et hop, on fait après des petites incisions dans la bâche, hop, en quinconce pour bien planter un peu densément. Et on met le plant dedans. Simple. Ça, c'est typiquement ce que conseille le réseau maraîchage survivant sur du démarrage. Choisir des plants des espèces un peu rustiques, type le potimarron. Voilà, si on choisit les bonnes variétés, ça marche vraiment facilement.
Et puis le temps de travail, c'est toujours du travail, mais c'est beaucoup moins long que par rapport à d'autres techniques qui demandent plus de temps de travail, quoi. Et puis après, sur tous les espaces sur lesquels vous avez moins d'attention, typiquement les zones 3 dans le design en permaculture, c'est penser des légumes vivaces. Il y a encore assez peu de personnes qui le font, et c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué pour l'approvisionnement au départ. Par contre, ça se multiplie assez bien, il y a certains qui se multiplient bien par les boutures. Carrément. Et typiquement, sur des bordures, hop, on va peu. C'est intéressant d'avoir des légumes vivaces, ça demande peu d'entretien, c'est plutôt intéressant, ça diversifie tout ça. Et après, on peut vendre des boutures. Et oui, c'est plutôt pas mal. Donc après, ce qui marche aussi, c'est que le grand classique, c'est les légumes d'été sous serre. Typiquement, là, on est plus sur des ratios de 20-30 € du mètre carré cultivé. C'est beaucoup plus important qu'en plein air. Bien sûr, et là, tous les concombres, les aubergines, les poivrons, les tomates, ça marche très fort. Donc là, on est sur toujours les termes, donc moins d'un hectare, entre 1000 et 1 hectare. Donc maraîchage diversifié, maraîchage diversifié. Clairement, après il y a des petites productions complémentaires qui se mettent très bien avec le maraîchage diversifié. Ça fait partie de l'attrait aussi du coup de cette spécialité. Je pense faire un rucher, pas très compliqué. Penser des plantes aromatiques courantes aussi. Penser aussi à des fleurs. Oui, ça on n'y pense pas, mais en fait c'est tout bête. Avoir un petit plan, on fait des dahlias par exemple, très esthétique. Hop, ça arrive sur un stand de marché. Hop, t'as ton petit bouquet de dahlias. Déjà c'est très esthétique, c'est plutôt intéressant pour attirer les chats méchants. Puis hop, la personne, hop, elle prend son kilo de carottes et elle a son petit dahlia à offrir. Enfin, c'est sympa quoi. C'est cool. Petit revenu supplémentaire. Ceux qui le font, il n'y en a pas beaucoup, mais ça marche très bien. C'est aussi des plans. Ah oui, si tu fais un peu de surplus, de toute façon on fait des plans en maraîchage, donc tant qu'à faire, en faire un peu plus, c'est pas grand chose, c'est rien en termes de temps de travail, et puis le plan de tomates, typiquement, tous les légumes d'été, ça marche très bien. Après, la transformation, surtout tous les légumes qui sont un peu moches, qui sont un peu ratés, tout ça, un peu attaqués, allons-y sur les soupes, les ratatouilles, les chutneys, que sais-je, quoi. Ça marche pas mal. Surtout que les transformations végétales, on peut le faire avec des investissements relativement bas. La réglementation est moins drastique que toutes les transformations de produits carnés, tous les produits liés à la viande, les œufs, tout ça. C'est pas le même niveau au niveau de la réglementation, c'est plus ça. Après, il y a aussi faire des petits élevages de poules pondeuses ou de cannes pondeuses. C'est assez complémentaire, typiquement, elles vont réguler la parasite, amener du fumier. C'est pas. Moi, c'est ce que je faisais dans mes 4000 mètres, j'avais aussi mes poules dans un coin qui bouffaient le compost, ça me faisait des œufs que je pouvais rajouter au panier, c'est toujours un petit plus. C'est le produit de consommation courante, c'est sympa. Puis après, les composts et les purins. Oui, parce que de toute façon, tu vas faire souvent du compost et du purin de base, donc autant faire un plus sur plus. Et vendre du purin et du compost bio, il y a très peu de gens qui le font. Alors, du coup, au niveau de la loi, est-ce qu'on a le droit de faire son purin et de vendre du purin d'ortie, purin de prêle? Déjà, sur le compost, il n'y a aucun problème. Le compost, on peut vendre notre compost? No problème. Ok. No problème. N'importe qui, particulier, agriculteur, c'est vraiment. Il n'y a pas de restriction. Après, sur les purins, effectivement, c'est plus complexe. C'est clairement plus complexe quand on veut commercialiser avec d'autres producteurs, avec des professionnels. Là, il y a toute une législation qui va s'appliquer. C'est un peu complexe. Pour ce qui est des particuliers, pour un usage amateur, maintenant ça va. Après, la dénomination que souvent utilisent ceux qui font ça, c'est l'appellation. Ils n'utilisent pas l'appellation purin, parce qu'ils utilisent plutôt l'appellation extrait fermenté. Type extrait fermenté d'ortie, extrait fermenté de consoude, et là ils ne sont pas embêtés. Tu peux vendre ça à tes voisins, tu as le droit, sans problème. Et typiquement, petite idée sur du low cost, c'est récupérer des récipients alimentaires dans des magasins ou des restaurants, ils en ont plein, tu vois, c'est des récipients type 5 ou 10 litres, comme ça. Eux, ils le jettent, ils n'en ont pas l'usage. Et toi, tu utilises pour ton purin et c'est gagné. Et c'est gagné. Parfait. Voilà. Et donc, comme autre activité qui peut se greffer aussi facilement, c'est le lombricompostage. Le lombricompostage, effectivement, sur les petites surfaces. Voilà, donc après, on peut revendre les vers, il y en a qui revendent ça, le compost issu donc de lombricompost, qui est au niveau nutritionnel beaucoup plus intéressant que du compost standard. Et puis le jus de compost aussi, c'est un engrais organique hyper concentré, qui se valorise bien. Ok. Petit complément. Voilà. Donc après sur du budget en termes d'investissement en dehors du foncier, donc en dehors des bâtiments et des terrains, alors louer ou acheter, ça peut gérer avec un budget de 50 000 €. 50 000 € pour se lancer, le terrain, sans le terrain.
tout le matos. Oui, oui, hors du question du foncier. Si Matos. on gère bien son investissement, c'est jouable. Ok. Voilà. Après, sur ce qui est entre donc, 1000 m² et 1 hectare, on a aussi les plantes aromatiques et médicinales, on appelle les PAM. Alors ça, il faut mieux être passionné. Ouais. Parce que ça demande beaucoup de technicité en fait sur la botanique, sur toutes les transformations, donc les macérations, les tisanes, tutti quanti. C'est quasiment toujours transformé. Il y a un peu de commercialisation en frais souvent, sec, non, mais c'est souvent séché, voilà. Mais sur la petite surface, pour que ça marche au niveau économique, forcément la plus grosse partie de la transformation est transformée nécessairement. Donc voilà, il faut bien maîtriser tout ça. Et c'est souvent voilà, vraiment des passionnés qui s'y mettent parce que malheureusement souvent c'est une faible rentabilité horaire. Il y a un très bon documentaire là-dessus, c'est Anaïs s'en va en guerre. Anaïs s'en va également. Ouais, c'est une néo-paysanne qui s'installe et qui envoie son parcours. Enfin, c'est pas le titre, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment dur au début. Elle parvient de le faire, mais c'est vraiment beaucoup de volonté. Voilà, c'est. Ok. Et sur quelle surface du coup elle Il me semble qu'elle est sur de l'ordre de 6000 m² cultivés. Ok. Et c'est que de la plante aromatique et médicinale. C'est ça. Bon. C'est ça. Moi, voilà, pour donner un peu le profil de gens qui s'installent là-dessus, c'est vraiment des gens qui sont vraiment passionnés par ça. Après, ce qui pourrait se faire entre 1000 m² et 1 hectare, on a aussi les pépinières. Tu avais fait un reportage sur une pépinière dans ce ordre de grandeur. J'en ai vu plusieurs, mais effectivement, c'est la taille à peu près. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de pépinières en bio en France, globalement. Et les pépinières en permaculture encore moins, donc il y a de quoi faire. Ouais, et puis je pense qu'il y a vraiment de la demande sur des fruitiers, ou des trucs faciles à bouturer ou quoi, ou des fruitiers un peu rares ou originaux. Les fruitiers et puis les légumes anciens, c'est rare que c'est vraiment rare que les légumes anciens soient en pépinière, il faut vraiment chercher. C'est vrai. Et typiquement, ce qui est assez simple, c'est les légumes anciens qui se bouturent. Et oui. Le fameux chou de menton, la rocambole, le poireau perpétuel. Tout un tas de menthes aussi, les menthes chocolat, les menthes aussi ou des vieilles menthes, peu importe, mais c'est facile à bouturer et on vend son pied 2-3 euros selon. C'est intéressant quoi. Clairement. Voilà, donc on peut passer à ce qui est viable sur entre 1 et 10 hectares. 1 et 10 hectares, c'est un format qui reste plus ou moins courant, on va dire, quand même. Oui, ouais. Bon, d'abord, il y a les élevages de volailles. Ouais. Après, ce qui prend le plus de la place sur les élevages de volailles, c'est pas tant le parcours des volailles, c'est tout l'espace pour l'alimentation des volailles. Là, du coup, tu prends en compte le fait qu'on nourrisse nos volailles avec le céréal ou clairement, parce que après, si on voulait les alimenter avec de la nourriture qui vient de l'extérieur, c'est beaucoup de coûts en plus. Et ça, ceux qui font ça, ils sont sur beaucoup plus que disait en termes de volume de production, ça n'a rien à voir avec l'optique micro-ferme. C'est un truc beaucoup plus grand. Et au bâtiment, avec des milliers de volailles, enfin, on n'est pas sur le même genre de modèle. Donc typiquement, sur une approche type micro-ferme, on va chercher à faire la production de nourriture sur petite. Alors ce qui se fait d'habitude, c'est la nourriture en grains. Donc c'est des céréales, des oléoprotéagineux. C'est souvent ça qui est donné, conseillé. D'où les surfaces que je donne. Après, en surface, pour vous donner un petit ratio, pour vous aider, pour une poule pondeuse, il faut compter de l'ordre de 30 m² de surface de céréales. Voilà. 30 m² pour la pondeuse, et tu vas ouvrir un nec à 30 m². C'est ça, pour donner un petit ratio. Sur du blé, par exemple, typiquement. Après, il y a quelque chose qui est encore très peu usité, c'est le fait d'utiliser des arbres fourragers pour donner à manger aux volailles. D'ailleurs, on peut le faire sur les animaux en général. C'est très bien combiner le verger et la volaille aussi, notamment. C'est ça. Alors, ce qui marche hyper bien sur la volaille en particulier, c'est le mûrier. Voilà. Sur une bonne hyper bien. Le feuillage a des qualités nutritionnelles qui sont supérieures à celles de la luzerne. C'est extrêmement intéressant sur les apports de minéraux, de vitamines, de protéines aussi. C'est extrêmement intéressant. Et en fait, on pourrait tout à fait imaginer un système où on n'a que des arbres fourragers. Et au pied des arbres fourragers, on a le parcours. Donc en fait, finalement, on intègre plutôt qu'on sépare. Du coup. On va faire par exemple des plantations de mûriers comme ça, en tétard typiquement, pour bien que ce soit facile à récolter. Et on a nos parcours tournants de poules en dessous, ça pourrait tout à fait se faire à mon avis. Et du coup, ça permettrait de pas mal réduire la surface tout en ayant quasiment peut-être pas ou peu de mécanisation aussi. Parce que céréaliculture, c'est très compliqué de le faire sans mécanisation. Donc à mon avis, c'est vraiment un truc intéressant. Là-dessus, j'ai amené un peu de bouquin. Hop, partie de maraîchage là.
le fameux jardin minier maraîcher de Jean-Martin Fortier, un grande référence. Et aussi son documentaire, Le kit du jardinier maraîcher, qui est vachement bien. C'est vrai. Donc ouais, je parlais des arbres fourragers. Alors il y a le livre de Jérôme Gousse aux éditions de Terran sur le sujet, qui est un peu le seul bouquin en français sur le sujet du reste. Très bon bouquin. Voilà, donc pas mal, qui se base sur les travaux de recherche qui sont menés à l'INRA actuellement sur le sujet. Donc il est vraiment pas mal. Alors on a à la fois l'aspect recherche scientifique actuelle, puis aussi l'aspect tradition paysanne, parce qu'en fait les arbres fourragers, ça date pas dire. Jusqu'à l'industrialisation du secteur agricole, jusqu'au milieu du XXe siècle, en France, c'était très courant d'utiliser ça. On a complètement oublié, donc nous aujourd'hui ça paraît un truc incroyable, mais en fait c'est très ancien. Et il y a aussi cette référence, pour ceux qui parlent anglais, ou au moins qui comprennent bien l'anglais à l'écrit, Silvopasture de Steve Gabriel. C'est un permaculteur américain qui fait partie d'un centre de recherche sur cette thématique-là. Et donc c'est un bouquin, mais qui est une mine d'informations sur le sujet absolument incroyable. Donc après, sur les volailles, une diversité d'espèces. C'est vrai que souvent, ce qui est dinde, pintade, caille, c'est vraiment des marchés de niche. Faut vraiment voir si c'est pertinent. Puis après, c'est pas ce qui est le plus simple en fait techniquement. Ce qui est le plus simple techniquement, c'est les poules pondeuses, globalement. Après, il faut voir que c'est aussi, il y a une saisonnalité dans la ponte. Donc du coup, il y a une question de fond au niveau technique et éthique aussi qui est, est-ce qu'on est sur de l'éclairage naturel ou est-ce qu'on est sur l'éclairage artificiel? Parce que typiquement, l'élevage de volailles, ça se fait sur un éclairage artificiel pour que la poule ait l'impression d'être en été toute l'année et donc elle ponde au maximum toute l'année. Ça, c'est une question de fond qui est intéressante à traiter. Si je préfère, j'ai un petit penchant pour les pas d'éclairage artificiel, ça marche bien, effectivement, mais après il peut y avoir des variations comme tu dis. Clairement, en hiver, il n'y aura pas de production. Et les poules qui pondent assez en hiver, mais il y aura quand même une baisse, en tous les cas il y aura une baisse. Il y aura une grosse baisse, c'est évident, il faut anticiper. Et puis aussi dans les questions qui sont à la fois techniques, économiques et éthiques, c'est un élevage classique. Ils achètent les poulettes à 16 semaines, donc on dit que les poulettes prêtes à pondre, et puis ils les abattent à la 52e semaine. Pour qu'ils ils profitent vraiment du pic de production sur la première année de ponte, puis après comme ça commence à rentrer sur une phase de baisse, c'est moins rentable. Et du coup, il les envoie à l'équarrissage, donc ils les abattent tout de suite. C'est pareil, ça dépend des poules. C'est les poules, on va dire les pondeuses modernes qui sont vraiment faites pour pondre beaucoup au début. Et ça, type les Loman et autres, ils sont là pour cracher de l'œuf à toujours de 300 œufs par an. Alors que si vous allez sur vraiment les meilleures races traditionnelles en poules pondeuses, on est plutôt sur 200 œufs par an. C'est ça, mais bon, ça va durer un peu plus longtemps. Selon les races, elles sont aussi parfois adaptées à pas continuer à pondre en hiver, tout ça. Donc c'est à chacun selon le climat, selon les besoins et les envies de faire son choix. Mais effectivement, la poule, selon la poule qu'on fait, c'est aussi un choix. Après, sur une poule qui commence à être en baisse de ponte, aussi, il se pose la question, est-ce qu'on peut la valoriser comme poule de réforme, comme poule de compagnie aussi, c'est une piste de réflexion. Mais il y a un autre truc aussi, à mon avis, sur certaines races de poules qui sont un peu anciennes, qui sont en voie de disparition, entre guillemets. Ou au moins, il y a une nécessité de faire de la conservation. C'est ça, du coup, on peut aussi vendre du petit poussin, vendre des petits poulets pour les gens qui veulent faire eux-mêmes leur poulailler. Et je pense qu'il y a la demande là-dessus. Oui, clairement. Mais il n'y a pas beaucoup de producteurs qui font ça, en fait, qui font pour des particuliers. C'est assez rare encore. Je pense que même, par exemple, un truc tout bête, le canard courant indien, c'est un truc qui est demandé, un canard qui est vraiment demandé de plus en plus, surtout au niveau des permaculteurs, machin. Et il y a peu d'élevages, difficilement trouver à côté de chez toi un canard courant indien. Je pense qu'il y a aussi une demande de ce côté-là. Après, sur l'aspect technique, quelques grandes pistes que je pourrais donner, c'est donc des bâtiments mobiles. Voilà. Pour qu'on puisse rester des bâtiments fixes, qui coûtent en plus beaucoup plus cher. Donc des bâtiments mobiles pour l'aspect rotation de pâture sur la rotation sur plusieurs années. Qui coûtent, donc c'est des choses qui sont achetables en kit. Du reste, on peut le faire soi-même. C'est pas hyper technique, c'est un peu gérable. Des parcours tournants avec des filets mobiles. Alors électrifiés ou non, ça après on peut en discuter. Du coup, faire une rotation avec des cultures aussi. Et puis, pour l'instant, on présente un peu tout séparément pour pouvoir être clair, mais en fait, effectivement, on peut très bien avoir du potager, de la poule et mélanger. Clairement. Mais bon, il faut bien présenter d'une façon. Par exemple, moi j'ai fait un reportage sur une ferme à Carquefou, qui s'appelle la ferme des 1001 pattes. Et donc il fait du bovin pour de la viande, de la poule pondeuse et du maraîchage en plein champ. Et il a fait tout un plan de rotation avec les 3 productions.
Souvent il y a un truc avec les bovins, tu fais passer les poules derrière, comme ça Voilà. les parasites un peu tout ça. Bah ça c'est une association plutôt simple, effectivement. C'est vrai qu'on pense souvent aux associations de plantes, on pense moins aux associations d'animaux, mais c'est aussi intéressant. Bah, ça marche Et bien. effectivement, une association simple, c'est des bovins qui passent, on les fait partir, 3-4 jours après, hop, il y a les bouses, il y a les asticots qui sont développés dedans, et là les poules, hop, quand on les amène, elles rushent dedans. Donc elles vont déparasiter, elles vont contribuer à déparasiter. Et en plus, comme elles grattent des bouses, hop, elles répartissent, et donc on a une fertilisation qui est plus uniforme, on a moins de refus des vaches. Donc quand elles reviendront. Ouais. Voilà, quand elles reviendront. Donc ça, c'est une association qui est simple et qui marche très bien. Et on a moins à nourrir les poules parce qu'elles sont nourries avec les vers. Donc, voilà, ça va un peu contribuer à leur ration alimentaire. Ouais. Et puis, toujours pareil, agroforesterie. Mais de toute façon, agroforesterie, c'est absolument partout. Ça marche pour tout, mais oui. Mais par exemple, le biotope originel des poules, c'est le milieu de lisière de forêt du sud-est asiatique. Ouais, bien sûr. Et c'est pas du tout le plein champ. Non, c'est pas du tout leur environnement. Ouais. Et elles ont besoin, en fait, ça fait partie de leur aspect bien-être, c'est de sentir elles sont beaucoup mieux sous des arbres. C'est ça qu'elles aiment. Ouais. Et ça leur permet un peu de se protéger des rapaces, en plus, des intempéries. Enfin, il y a beaucoup d'intérêt en termes de bien-être au fait qu'elles se trouvent sous des arbres. Sur la partie entre 1 et 10 hectares aussi, il y a l'arboriculture. Donc voilà, être avant tout sur la production de fruits. Là, une grosse référence qui est la ferme Miracle de Stéphane Sopkowiak au Québec, qui est très bien documentée. Typiquement, il y a le documentaire Le verger permaculturel au-delà du bio, chez les éditions Possible Media. 1h30 de documentaire sur place, toutes les techniques sont expliquées, qui est très très bien. Une belle source d'inspiration. Il a une chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises. Oui, une chaîne YouTube qui est anglophone et francophone. Il y a des fois un peu les deux. Ouais, parce qu'il est bilingue et donc il y a les deux. Alors sa chaîne s'appelle Stéphane Sopkowiak. C'est son nom à lui. Ouais, c'est son nom. Pareil, les liens, toujours pareil en dessous. Voilà, très grosse référence. Après, c'est très émergent en France, cet aspect-là, surtout en permaculture, j'entends. Mais il y a vraiment beaucoup d'enseignements à tirer de l'expérience de Sopkowiak. Et typiquement, c'est l'idée de partir des grands concepts du jardin-forêt. Donc on va peut-être sans doute pas faire des choses aussi complexes sur des jardins-forêts vivriers. Par exemple, certains vivriers, on peut faire 7 strates de végétation. Là, typiquement, lui, il réduit en faisant, disons, 3 strates souvent, avec l'un fruitier, le petit fruit, et puis des plantes aromatiques ou des plantes de couvre-sol. Voilà. Typiquement 3 strates, c'est déjà plus gérable sur de la production commerciale. C'est intéressant ce qu'il fait avec son fixateur d'azote, ses fruitiers, et puis le rangement aussi par saison. C'est-à-dire que la première semaine d'août, on va là, la deuxième semaine d'août là, c'est intéressant à voir. Ça simplifie vraiment tout le temps de travail. Les gens vont cueillir, tu gagnes du temps de travail, c'est que les gens vont cueillir leurs fruits. Donc lui, ça c'est vraiment intéressant dans son modèle, c'est que du coup, comme il y a de l'autocueillette, ça permet lui de faire baisser de 30% son coût de revient. C'est énorme en fait. Et du coup, il peut vendre alors, ça fonctionne aussi par club. Lui, il faut payer une somme d'argent pour être dans un club. Ça fait partie de sa stratégie. Mais quoi qu'il en soit, quand on est dans le club, du coup, quand on achète chez lui, on est sur des prix qui sont assez proches de celui de l'agriculture conventionnelle. On n'a quasiment pas de surcoût lié au fait que c'est en permaculture en fait. Parce qu'il peut vraiment baisser le coût de revient du produit. Vraiment, c'est assez astucieux. Alors, c'est aussi lié au fait qu'il a une très bonne stratégie de communication, qu'il est près de centre urbain. Donc voilà, il fait des conférences, on entend parler de lui quand même. Clairement. Mais très bonne référence. Puis du coup, quand on fait de l'arboriculture, c'est facile d'avoir une activité de pépinière à côté, puisque souvent on multiplie ses végétaux soi-même. Et puis il fait de la poule aussi dans son schéma. À l'époque, il y avait aussi de la poule pour les fruits pourris, tout ça. On peut très bien associer ça. Il y a de plus en plus d'arboriculteurs en France qui le font dans le bio. C'est vrai, déjà pour réguler les parasites. Déjà, rien que ça, c'est intéressant. Après, ça dépend comment on dimensionne. À petite échelle, déjà, on peut rentrer dans les coûts, peut-être avec des poules pondeuses. Juste le fait que les produits de la pompe, ça permet de couvrir les coûts. Voilà, et juste là, elles vont réguler tes parasites. Et puis après, si tu fais sur plus grosse échelle, là, ça peut carrément devenir une source de rentabilité en soi. Et lui, il a combien de... Il est assez grand quand même, je pense, non? Alors, c'est-à-dire que dans lui, il y a des parties de verger bio en monoculture et il y a des parties en permaculture très diversifiées, type jardin forêt. Donc c'est un peu complexe comme système. Moi, je ne saurais pas dire la superficie totale. Faut regarder. Voilà, faut s'enseigner. Mais sur la partie en permaculture, au départ, du moins, il était sur 2 acres, donc ça représente 8000 m² au départ. Mais sachant qu'il ne faisait pas que ça, il avait aussi d'autres parties plus classiques en bio. Voilà, ça donne un peu des idées. C'est aussi un conseil qu'on peut donner, peut-être que tu voulais le donner après. Bon, je donne au cas où. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des agriculteurs qui veulent qui sont conventionnels et qui veulent passer à la permaculture.
Enfin, moi, mon conseil que je donne souvent, c'est d'y aller petit, quoi. Essayer sur une petite parcelle, ne pas tout prendre tout un gros risque d'un coup. Ça c'est de faire, voilà, prendre 10% peut-être, c'est un exemple, 10% de ton terrain que tu essayes de transformer, ou un petit truc en plus que tu essayes de transformer. C'est ça. Et si ça marche, tu as grandi ce qui marche, quoi. Voilà, c'est exactement l'expérience de Sokoviak en fait. Il a hérité d'une ferme qui était en conventionnel, il l'a passé après en bio, et plusieurs années après, il a fait une première verger en permaculture qui est là, il est en train de développer. Ça pense aussi à Fukuoka au début, il voulait ne plus tailler les arbres, et il a récupéré le verger de son père, je crois, et il a tout tué, quoi. C'est ça. Donc s'il avait commencé petit à petit, il aurait peut-être mieux passé. Bon, après, mais bon, c'est pas. Il faut expérimenter un peu. Mais... Donc oui, sur l'arboriculture, c'est facile en fait de faire du pépiniérisme. C'est hyper facile, puisque de facto, de toute façon, on fait du bouturage, de la multiplication, du semis, tout ça. Donc ça, voilà, en termes de diversification, ça c'est quelque chose de très très simple. Typiquement, Sokoviak fait ça aussi. Donc voilà, on peut être dans ce genre de surface sur cette spécialité. On est toujours dans le 1 à 10 hectares. C'est ça. Et voilà, après on peut parler de la viticulture aussi. Alors après, je connais pas de personnes qui fassent vraiment de la permaculture en viticulture en France. Alors là, je n'ai pas d'exemple. Il y en a qui disent qu'ils font, après voilà. Bon, Ouais, mais j'ai pas vu vraiment de vraies fermes qui me paraissent convaincantes. Moi non plus, il y a beaucoup de trucs en biodynamie, ça c'est sûr qu'ils utilisent, mais c'est encore autre chose. Mais c'est notre approche. Typiquement, à mon avis, le problème fondamental de la viticulture classique, c'est que c'est de la monoculture. Et que du raisin. Et oui, c'est bête à dire, mais c'est ça quoi. Et du coup, forcément, de base, c'est nécessairement un système qui est peu résilient et qui, voilà, mais après, on pourrait très bien imaginer intercaler des cultures entre les rangs. Voilà, c'est ça, revenir, avoir des arbres fruitiers, développer des plantes, typiquement des plantes aromatiques en pied qui vont contribuer à la régulation des ravageurs. Enfin, on pourrait tout à fait imaginer finalement reprendre des conceptions type verger maraîcher ou jardin-forêt et l'appliquer à la viticulture. Bien sûr. Ça pourrait totalement il y a un autre problème, c'est que pour avoir des AOC, tu es obligé d'avoir tant de pieds à l'hectare. Voilà. Et donc après, il y a des réglementations pour les appellations qui font que c'est compliqué. Ça n'incite pas à le faire. Ou du coup, sinon, tu dois faire la démarche de pas être en AOC, d'entrer en 20 pays, mais du coup, en termes d'image de terroir, de commercialisation... Après, c'est sur la confiance, il faut vendre sur la confiance, les gens viennent visiter, et bon, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est pas si évident. Au fait, j'ai vu qu'il y avait un bureau d'études vraiment spécialisé là-dessus, en France quand même, Permavitis. Permavitis, ok. Ouais, c'est des agronomes qui essayent d'implanter la permaculture sur l'aspect viticulture et œnologie, ils sont spécialisés. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous voulez vraiment de l'expertise technique, allez-y. Voilà, bon, et donc après on doit parler des activités qui sont plutôt viables entre 10 et 50 hectares. Ouais. C'est une autre catégorie, ça commence à devenir un peu gros. Bon, déjà il y a tous les grands élevages classiques, ovins, caprins, porcins, bovins. Donc les vaches, les cochons, les moutons, les chèvres. Là aussi, si on est toujours pareil, si on est dans une optique permaculturelle, il y a cette idée déjà d'autonomisation alimentaire et on va assez vite, à mon sens, dans des systèmes dits tout herbe. C'est-à-dire que l'essentiel de l'alimentation, c'est via du pâturage tournant au fil de l'année, puis on récolte aussi du foin pour des stockages pendant l'ivers. Voilà. On a de l'essentiel comme ça. Voilà, des arbres fourragés. Ben oui, les arbres fourragés, toujours pareil. Après, il y a toujours un peu de complémentation alimentaire, type les pierres à sel qu'on va donner, mais ça reste très minoritaire en fait. Voilà. Donc, sur de la bio, maintenant, on a vraiment beaucoup de références sur des gens qui font en tout herbe. Donc déjà, c'est très peu d'investissement, c'est simple sur la maintenance. Bon, il y a tout, comme partout, il y a un savoir-faire pour le faire correctement, mais voilà, ça me paraît plutôt de bon sens. Mais du coup, il faut de la surface pour que ça marche. Surface, bien sûr. Voilà, donc on revient sur notre notion de pâturage tournant intensif. Voilà, sur beaucoup souvent, on entend parler aussi du chiffre 1 hectare pour une vache ou un cheval. Voilà. C'est une idée, mais bon, ça dépend du climat. Le mouton, la chèvre, on est sur 2000 m², dans 0,2 hectares. Okay. Voilà. Les porcs, c'est plus difficile à dire parce que souvent la production porcine en bio ou en conventionnel, ils sont concentrés dans des bâtiments et toute l'alimentation est de l'extérieur. C'est très rare qu'ils soient en pâturage en plein air en fait. Il y a un bouquin qui est pas mal sur les cochons, là. Tu l'as montré ou pas encore? Non, je ne l'ai pas montré. C'est la micro-ferme agroécologique aux éditions de Terran toujours. Ouais. Donc sur la ferme du Vieux Poirier qui fait effectivement de l'arboriculture et mais surtout de l'élevage de cochons.
et de la transformation de viande de cochon en Alsace. Ils donnent beaucoup de chiffrage. C'est donc le couple qui a mené cette expérience-là et qui est toujours en cours, est très transparent déjà sur tous les coûts, donc les investissements, les charges opérationnelles, etc., etc. Tout est très très détaillé. Et aussi, ils sont très transparents sur les difficultés qu'ils ont eues. Ils ont eu vraiment de grosses galères. Enfin, voilà, c'est des réalités de l'installation. Donc c'est important d'avoir ça. Galères au début, quoi. Parfois pas qu'au début, mais. Ouais. Mais c'est important de prendre conscience de ces difficultés pour autant que possible chercher à les éviter, quoi. Vaut mieux en tirer parti autant que possible. Ouais. C'est vrai que ça me fait penser à un truc, moi, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que moi, ça me semble hyper simple d'atteindre l'autonomie alimentaire. C'est quelque chose qui est pour moi pas très compliqué, je trouve. Mais dès qu'on veut vivre de sa production, là, ça demande de travailler vraiment souvent beaucoup. C'est le temps de travail qui est vraiment assez grand. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut se lancer dans un projet. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler beaucoup? Voilà, ça. C'est pas juste on balance des graines dans l'herbe et on va vendre des paniers de légumes, ça marche. Ça ne marche pas. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Bah oui. Par exemple, chez des maraîchers expérimentés, sur le maraîchage diversifié, ces maraîchers qui sont vraiment expérimentés, qui sont vraiment très carrés sur leur gestion, ils arrivent, moi ce que je vois, c'est à descendre sur 35 heures semaine sur les périodes creuses et à se maintenir juste sur 45 heures par semaine sur les saisons pleines, quoi. Ce qui reste très raisonnable dans le maraîchage. Généralement, tu travailles pas loin de 60 heures. Ah bah oui, facile, ou 70 heures, bien sûr. Mais parce qu'ils ont de l'expérience et ils sont très rigoureux sur leur planning, leur itinéraire technique. Voilà. Et ça, c'est typiquement aussi l'approche de Jean-Martin Fortier, et derrière du maraîchage intensif. C'est que les gars sont hyper carrés, quoi. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est aussi, parce qu'on parle de ça, c'est une astuce qu'il donne, Fortier, c'est lui, sa journée de travail, enfin dans toute la ferme, c'est 8h, 17h. Point. Donc 8h, on y va, 17h, c'est terminé. Donc du coup, c'est aussi fixer un cadre, et du coup, il s'oblige à 17h, c'est terminé, quoi. Et du coup, il s'oblige avec ça à être efficace. C'est vrai que généralement, c'est difficile à tenir, ça, parce que tu dis toujours à 17h, j'ai oublié le. Ouais, mais du coup, après, il y a des risques, on parlera plus de ça, mais ça a des risques du coup de surcharge de travail, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, ça pose pas mal de problèmes. Donc le fait d'être hyper carré sur la gestion, on en revient toujours à ça, c'est vraiment une clé fondamentale si on veut que ça soit viable en termes de temps de travail, aussi de viabilité économique au final. Non, c'est vrai que c'est important de savoir tout ça, même si ça peut paraître un peu technique et pas un peu chiant entre guillemets, mais je connais énormément de gens qui se lancent et qui arrêtent assez rapidement parce qu'ils se rendent compte de la masse de travail pour peu d'argent, etc. Donc c'est vrai que là, vu comme ça a l'air un peu. Ça fait peur, quoi. Mais si on a ces armes-là, si on a ces infos avant de commencer, on peut être mieux armé et durer, quoi. Clairement. Après, donc on peut commencer sur des abris très simples, en fait, et sur ces élevages, type des serre-tunnels qui sont bien aménagés pour ces animaux. Pas forcément obligé de démarrer sur des bâtiments en dur. Là, pareil, tout ce qui est litière, c'est assez simple de valoriser des déchets organiques, type du BRF, par exemple. C'est très bien, c'est encore mieux que la paille, en fait, pour la litière. Il y a donc utilisé après tout ce qui est soins naturels, tout ce qui nous amène sur tout ce qui est soins naturels pour les animaux, l'aromathérapie, la phytothérapie, l'ostéopathie aussi, il y en a qui sont sur ce créneau-là. Voilà, il y a toute une approche des médecines naturelles pour les animaux, globalement, qui coûte pas très cher en plus, et c'est aussi intéressant économiquement. Moi, ce que je donnerais comme grosse piste de réflexion, en tout cas, c'est d'étudier l'éthologie. Donc, c'est-à-dire tout le cycle de vie de l'animal, son mode de vie, son comportement, et son biotope naturel. Se demander, vraiment étudier l'animal, quoi. Et se demander comment est-ce que moi je pourrais recréer un environnement qui soit relativement proche de son biotope et qui lui permette d'exprimer ses comportements. C'est un truc important à prendre compte, c'est le bien-être des animaux ou des plantes, mais c'est vrai que c'est important à prendre compte. C'est vrai que c'est se connaître son milieu naturel, comment il se comporte, l'animal qui ressemble le plus à l'état sauvage, comment il fonctionne, pour lui proposer le meilleur habitat possible, quoi. C'est ça. Être sympa avec les animaux qu'on élève, quoi. Ouais. Et en fait, souvent, ce qui amène du mal-être animal, voire de la maltraitance, c'est le fait qu'on crée des mauvais environnements. C'est des environnements qui sont trop concentrés, hors sol, typiquement. Donc les animaux sont stressés, ils sont énervés, et ça amène à des comportements agressifs, voire du cannibalisme, ça peut aller jusque-là. Et donc, les éleveurs qui sont dans ce genre de système, ils se retrouvent contraints à faire des pratiques comme couper la queue des cochons, etc. Et ils sont des pratiques mutilantes.
Mais c'est une conséquence, en fait, du tout le système dans lequel il se trouve embarqué. Il faut penser le système vraiment tout en amont, en fait, pour pouvoir vraiment régler ces problèmes-là. Donc après, en termes de commercialisation, donc on a tout ce qui est viande, tout ce qui est les œufs, tout ce qui est laine aussi, pour certains animaux. Il faut penser aussi que certains produits peuvent servir pour l'éco-construction. Laine de bouton, équipement, etc. Voilà, bon. Donc, et puis après, c'est pour faire de l'animation pédagogique, il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, c'est hyper simple. Enfin, tout est relatif, il faut savoir faire de la pédagogie, etc. Mais c'est très très attirant, quoi. Typiquement pour les publics scolaires, ça marche très très. Les publics familiaux, ça marche. Et puis même au niveau permaculture, je sais que Bill Mollison, dans son bouquin, je crois que c'est Introduction à la permaculture. Je crois que c'est celui-là, ou alors c'est Permaculture 2, peu importe. Il parle donc des moyens de gagner de l'argent avec une ferme, donc effectivement la vente des produits. De la formation pour apprendre aux gens à le faire, accueillir ça peut être un gîte aussi, si tu as de la place tu peux avoir un petit gîte, et c'est des compléments que tu peux ajouter à ta ferme. Mais finalement c'est remettre en question ce schéma de pensée où on pense que une ferme c'est forcément que pour faire que de la denrée agricole. C'est un schéma mais qu'on peut vraiment interroger. Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément faire que de la denrée? Pourquoi? Et en fait, quand on revient, il faut juste, ça c'est issu de l'industrialisation du secteur agricole en fait, parce que dès que tu reviens sur la paysannerie traditionnelle, quand tu étudies un peu cette histoire de cette paysannerie traditionnelle, ils ne faisaient pas que de la denrée agricole. Non, souvent, ils vendaient que de la surproduction ou certaines denrées de niche. Et puis, ils faisaient beaucoup d'artisanat, des petits services. Enfin, ils ne se cantonnaient pas à l'agriculture, en fait. Exactement. On peut très bien diversifier, pourquoi pas faire de la vannerie, planter du sol, faire de la vannerie, etc., etc. Donc, sur l'expérience de diversification axée sur les élevages dont on a parlé, il y a le seul ouvrage qui est traduit en français de Joël Salatin qui est You Can Farm. Qui est super, c'est un gros retour d'expérience sur sa ferme Polyface Farm qui fait 300 hectares. Petite ferme. Petite ferme. Bon, celle-là, eux, mais bon, il faut voir aussi, ils sont plus de 15 personnes, il y a toute sa famille, il y a beaucoup de salariés, enfin c'est une très très grosse entreprise agricole. Et il y a beaucoup de choses à en tirer et ils donnent beaucoup de clés sur tous ces aspects-là, c'est vraiment un bon bouquin. Je recommande. Donc en termes de nombre d'animaux, moi ce que je pourrais donner comme conseil, qui permet d'être viable, encore une fois, une personne à temps complet, qui essaie de dégager un SMIC, surtout sur le démarrage, pas faire de trop gros systèmes. Pour ce qui est cochons, chèvres et puis les vaches, c'est d'ordre de 50 animaux, je dirais. Et pour ce qui, par contre, les moutons, c'est plus parce que je dirais plutôt sans tête, donc sans animaux. Ce qui est en fait pas grand chose par rapport au schéma d'installation, parce que typiquement en chambre d'agriculture pour du bio ils vont te conseiller d'aller sur 450 moutons typiquement pour t'installer. Mais d'après ce que je vois comme dans les référentiels technico-économiques, on peut commencer à avoir une production un peu très viable. 100 moutons, 50 vaches, 50 chèvres, alors de la chèvre laitière, après avec du produit transformé, laitier, tout ça. Et autre activité, donc sur entre 10 et 50 hectares, on est paysan boulanger. Et oui, là c'est quelque chose qui est en train de revenir finalement, qui a très oublié et qui est en train de réémerger. Il y a une grosse demande là-dessus, des consommateurs, c'est évident. Là-dessus, je connais bien par exemple un paysan boulanger qui est Renaud Bertrand, donc qui est paysan sur la ferme des Champs Libres à Chaumeré, dans le pays d'Arrée, donc en Loire-Atlantique. Je fais un reportage chez lui aussi. Il n'y a aucun problème pour écouler. Aucun problème. Dès qu'il a fait du bon produit, qui est très bon, qui est bio, qui est hyper local, ça part comme des petits pains, comme on dit. Ouais, mais aussi dans le Var, on avait un gars pareil qui faisait pareil sa céréale et son pain, et ça marchait très très bien. Après, c'est beaucoup de compétences, parce qu'il faut savoir faire la céréaliculture, la meunerie et la boulangerie quand même. Voilà. Il y a des grosses astreintes sur le temps de travail, sur préparer son levain, il faut se lever souvent très tôt, enfin voilà, il faut bien voir ces aspects-là. Souvent il y a un employé, c'est souvent diviser les tâches, parce que c'est rare que Il vaut mieux. Si tu fais ton sang, machin et ton pain derrière, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Par exemple, Renaud, lui, il a évalué que pour qu'il finisse par être vraiment autonome sur sa production de céréales, il doit atteindre 30 hectares. Voilà. Voilà. Bon. On sort un peu dans le genre de ratio, 30 hectares, donner un ordre d'idée. Voilà. On se disait très belles. Et puis sachant qu'ils sont pas que, du coup, ça fait pas vivre qu'une seule personne, puisque à terme, c'est censé faire vivre au moins 3 personnes. Donc, voilà. En fait, il y a toute la lourdeur du démarrage, parce qu'il faut beaucoup de compétences, il y a des investissements un peu lourds sur, par exemple, toute la partie boulangerie, la céréaliculture, tout ça.
il y a une certaine inertie au départage de l'activité, certains investissements qui ne sont pas négligeables. Mais par contre, une fois que c'est lancé, ça se commercialise très bien et on peut facilement avoir plusieurs emplois à partir de ce champ d'activité. Okay. Et donc après, sur ce qui est plus grand, plus de 50 hectares, finalement c'est les grandes cultures. Finalement c'est faire que de la céréale sans la transformer. Ou faire que de la betterave, que faire des oléoprotéagineux, que faire des légumineuses. Ça, le secteur est tellement industrialisé, les coûts, en fait, c'est des coûts qui sont mondialisés sur des cours internationaux, qui sont extrêmement bas. Donc, moi, ça me paraît... Je vois pas comment on peut faire en moins que de 50 hectares. Après, s'il y a des expériences, je suis à l'écoute, mais j'en vois pas. Ouais. Ok. Bah, du coup, ce qu'on peut discuter là, c'est les activités qui permettent déjà de diminuer la surface nécessaire. Ouais. Donc les grandes pistes de réflexion, c'est donc la pédagogie, tout ce qui est donc, événements, faire des tours pédagogiques, voir des formations sur place, forcément. Tout ce qui est activité de transformation. Alors après, c'est des investissements, c'est un certain savoir-faire, tout ça, mais en tout cas, c'est systématiquement beaucoup plus de valeur ajoutée finalement dans les produits. Puis derrière, en plus, on peut beaucoup plus valoriser finalement l'image du terroir, du local, avec du produit transformé que du produit brut en général. Ça, c'est important. Et par rapport à la pédagogie aussi, c'est qu'au-delà du côté financier, j'ai l'impression, par rapport à avoir visité plein de fermes et tout ça, que les gens, au bout d'un moment, quand tu es agriculteur, que tu as acquis un savoir, que tu produis un bon produit, tu as aussi envie de transmettre au-delà de la finance. Moi, ça rapporte toujours un petit quelque chose, ou ça rapporte de la clientèle, mais c'est aussi une envie de transmettre un savoir-faire, et c'est important de soutenir les gens qui ont des savoir-faire et d'aller aussi prendre du savoir-faire chez eux. Clairement. Après, il y a tout ce qui est l'agritourisme. Donc, les gîtes, les campings à la ferme, tout ça. Là-dessus, il y a le réseau Accueil Paysan, qui est un réseau qui pourrait avoir des ressources sur cette thématique. On peut se faire être labellisé aussi pour avoir de la visibilité dans ce secteur-là. Bon. En tout cas, c'est clair qu'il y a une très forte demande aussi là-dessus. C'est évident. Après, c'est lié aussi à la question de l'événementiel. Voilà, avoir peut-être des festivals, des cuisines de mariage, des fermes, enfin, c'est des choses qui marchent bien aussi. Tout ce qui est restauration. Aussi, là c'est pareil, c'est des investissements, c'est des compétences, mais typiquement avoir la production et faire de la restauration sur place, ça marche super bien. Enfin, un exemple là-dessus, par exemple, c'est la ferme Millefeuille dans le nord-est de l'île-et-Vilaine, qui ont une approche perma sur du maraîchage, et ils utilisent ça directement sur un restaurant gastronomique sur place. Ils sont, j'imagine, plusieurs employés aussi. Oui, bien sûr. Tu as une idée de... je ne saurais pas dire, c'est une petite entreprise familiale, pour ce que j'en sais. Et puis il y a aussi l'artisanat. Ça peut aussi se décliner sur l'artisanat, sur du bois, sur toutes sortes d'éco-matériaux. Et voilà, Puis je pense que dans une idée permaculturelle, permaculture en tout cas, c'est de diversifier ses sources de revenus, parce que si on dépend que de la vente de notre lait, s'il y a un problème sur cette vente-là, on est vraiment embêté. On n'a pas de résilience. C'est ça. Alors que si on a diversifié, peut-être que nos formations, plus nos produits artisanaux, plus notre gîte, va permettre de compenser le fait que le lait, ça faut rester quoi. Ou qu'à un moment donné, il n'y a personne dans ton gîte. Ou que même toi, tu as envie de changer doucement de métier. Parce que... Puis aussi, le métier est plus riche, donc c'est plus stimulant finalement. C'est pas toujours la même tâche. C'est pas que produire de la carotte par exemple. Déjà, tu arrives peut-être au final, au bout de quelques années, sur 30-40 espèces déjà. Et puis en plus, tu fais pas forcément que ça. Donc du coup, ton métier est beaucoup plus riche. C'est plus intéressant comme projet de vie finalement. C'est Seposer aussi qui raconte ça. Donc à la base, il faisait que du champignon quasiment, ou que du champignon peut-être. Il y a eu Tchernobyl et du coup interdiction de vendre des champignons. C'est ça. Et du coup, il s'est dit d'accord. Et donc c'est à partir de là il s'est diversifié clairement. Et donc voilà, c'est bien de diversifier à la base, comme ça on est vraiment plus résilient comme tu dis. Voilà. Et puis alors je peux aussi parler donc dans les grandes lignes des grands facteurs qui finalement vont jouer sur la superficie. Déjà il y a les conditions de sol et de climat, plus ou moins favorables à telle ou telle production. Après, typiquement, dans une approche permaculturelle, si vous voulez avoir tel type de production, vous allez chercher des conditions pédoclimatiques qui vont être adaptées à cette production. Ou bien sûr, on est sur un terroir, ça vaut le coup de se renseigner sur ce que font les gens, ce que faisaient les gens. Ou faisaient les gens. Les deux sont intéressants, même si on peut aussi faire un truc qui n'est... C'est pas interdit de faire un truc qui n'a pas été fait, mais c'est intéressant de savoir ce qui se faisait avant et ce qui se fait actuellement. Clairement. Ça donne une bonne idée. Après, il y a la traction animale a plutôt tendance à agrandir la surface nécessaire, parce que du coup, il faut l'espace pour la pâture, pour les animaux, pour la traction animale, donc c'est un facteur. Après, il y a l'histoire de l'agroforesterie, aussi, qui permet vraiment d'avoir
beaucoup plus de rendement finalement à l'hectare cultivé. C'est jouable sur n'importe quelle production. Après, il y a différentes formes d'agroforesterie, c'est assez complexe. Là-dessus, vous avez les réseaux à la fois de l'Association française d'agroforesterie et l'Association française de l'arbre champêtre, la FAC, voilà, qui sont des gros réseaux ressources sur cette thématique. Après, il y a aussi se demander quel est notre niveau d'autonomie si on est sur des animaux pour l'alimentation. Ah oui, parce que forcément, soit on fait tout seul, il faut plus de place. Si on délègue une partie de la production, on la fait venir depuis l'extérieur, il faut moins d'espace. Enfin, ça fait beaucoup jouer les surfaces au niveau des aliments. Après, si on produit tout soi-même, effectivement, ça augmente la surface, mais on est moins dépendant du coût de la céréale ou de je ne sais quoi. C'est ça. Soi-même. Et puis après, il y a le niveau d'expérience, forcément. Bah oui, au départ, on fait des erreurs de débutants, on n'est pas très bon, donc on produit moins, forcément. Ouais, forcément, on commence toujours avec plein d'erreurs et puis on en fait tout le temps. Une marge de sécurité, quoi, importante. Et puis après, il y a la question de à quel niveau, quel est le prix de vente, au final, ce qui nous amène sur le mode de commercialisation. Et finalement, c'est vrai que, grosso modo, finalement, il faut bien anticiper ça, parce que souvent, ce que j'observe, c'est que le mode de commercialisation, ou les modes de commercialisation, finalement, ils conditionnent la façon dont on produit. On adapte. Voilà. Et du coup, selon le mode de commercialisation, on peut plus ou moins élever plus ou moins son prix de vente. Et donc derrière, ça va jouer sur tout le modèle technique. Moi, de ce point de vue-là, je suis plutôt à fond vente directe. Vente directe circuit court, de toute façon, il n'y a pas photo. Je veux dire, dès qu'on rentre sur du circuit long, on est sur des prix de vente très très bas. Du coup, il faut produire des quantités énormes. Donc on sort complètement des schémas dont on a parlé, type micro-ferme. Donc, on est d'accord. C'est possible, vente directe. Bon, écoute. Tu avais des petits conseils pour conclure, aussi. Oui. Je termine avec 9 conseils en vrac. Pour cette vidéo de 8 heures à peu près. C'est ça. Pour les porteurs de projet, des conseils qui sont issus de beaucoup de retours d'expérience, de gens qui se sont installés dans ce genre d'optique. Alors premier conseil, c'est d'abord prendre le temps de bien vous former en amont. Enfin, c'est parfois un peu frustrant parce qu'on veut peut-être y aller tout de suite, aller sur le terrain, produire, mais... Et puis on peut avoir un sentiment d'urgence par rapport à beaucoup de problématiques qu'on connaît au niveau sociétal et environnemental aujourd'hui, je comprends tout à fait, mais il vaut mieux se former avant de se lancer. Voilà, prendre le temps, alors il y a 36 façons de le faire, mais voilà, en tout cas, prendre le temps de bien se former, de bien étudier, de bien penser son projet, de voir sur le terrain, par exemple, la réalité du métier. Voilà. On peut avoir un peu des fantasmes sur ça se passe d'une certaine façon, et puis sur le terrain... on se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on imaginait. En tout cas, voir une diversité de pratiques sur le terrain. Typiquement, le woofing, il y a facilement à faire ça, aussi le salariat aussi. Voilà, c'est vraiment se confronter au réel, finalement. Et voir différents modèles différents. Enfin, c'est ça. Si on va voir qu'une seule ferme ou qu'un seul maraîcher, on aura une expérience qui sera toujours réduite. Moi, je vous conseille de voir différents terroirs, différentes spécialités, différentes approches. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà, en tout cas, se frotter au terrain, prendre le temps de se former bien, et puis prendre le temps de faire le design. Souvent, on ne prend pas le temps de faire le design, encore une fois, parce qu'on veut être tout de suite dans l'action, dans la production, mais c'est hyper important. Après, si on veut vraiment agir de suite, on peut commencer, commencer tout petit. Voilà, c'est notre grand conseil, c'est encore une fois privilégier des solutions lentes à petite échelle. Donc, commencer petit, trouver aussi le bon niveau d'investissement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, et ça demande pas mal de travail parce que finalement, il faut à la fois, à mon avis, prendre du matériel haut de gamme, pas faire des fausses économies en prenant du matériel premier prix parce que c'est pas fiable, on perd du temps à travailler, ça se casse, c'est la galère. Donc, prendre du bon matériel, par contre, quand vous prenez du matériel, mettez le prix. Je veux dire, après, que ça soit du neuf ou occasion, pourquoi pas. Mais en tout cas, prenez du haut de gamme sur du matériel, prenez du matériel professionnel vraiment. Et après, en même temps, il faut savoir pas trop investir. Donc typiquement, sur des matériaux, des outils qu'on utilise quelques fois dans l'année, essayez de trouver des façons de les louer ou de les mutualiser. C'est souvent dans des CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, voilà, pour partager le matériel avec d'autres agriculteurs. Voilà. Donc typiquement, le matériel qu'on utilise tous les jours très fréquemment, je vous invite, allez plutôt sur le matériel professionnel haut de gamme, du matériel très occasionnel. Bon, voilà, location ou mutualisation, clairement. Après, voilà, il faut pas mal se creuser la tête finalement pour trouver juste le bon niveau d'équipement. Après, commencer petit, ça veut dire aussi savoir se restreindre au départ sur les productions que vraiment on a bien étudié, qu'on maîtrise vraiment bien, et pour après se diversifier de plus en plus. Et puis aussi, peut-être se concentrer au départ sur les productions qui ont le plus de valeur ajoutée.
Ouais. On parlait du lombricompostage, purin, du compost, lombricompost, les fleurs, les plants, les boutures. Ça, c'est des productions qui demandent très peu de coûts en fait en charge, c'est très faible. Et c'est très facilement valorisable sur des circuits courts, avec des prix assez élevés. Ouais. Finalement. Donc voilà, c'est typiquement des produits qui sont intéressants sur du démarrage. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil? Oui, c'est bien séparer vos produits, ce qui est vos productions vivrières pour votre autoconsommation et les productions commerciales. Voilà. Pas confondre les deux parce que les enjeux, les techniques, tout ça sont très différentes. Je vois souvent il y a pas mal de confusion là-dessus. Autant sur la production vivrière, on peut se permettre de faire beaucoup de diversité, de concentrer beaucoup de cultures sur des petits espaces, faire des choses assez complexes. Autant sur des productions commerciales, il faut vraiment optimiser son temps de travail et être vraiment efficient. Donc on fait souvent des choses beaucoup plus simples. Quitte à complexifier un tout petit peu plus tard. Oui, mais après c'est progressif, mais voilà. Et limite, la production vivrier, déjà c'est pour son autoconsommation, donc c'est aussi un autre aspect du métier. Il n'y a pas qu'un salaire en argent, c'est aussi on se rémunère d'une certaine façon via son autoproduction. C'est un aspect intéressant quand même. Et puis on peut se permettre beaucoup de diversité, on peut y aller, beaucoup d'esthétique aussi. C'est ça qui est intéressant, on peut vraiment se permettre, typiquement le jardin-forêt, c'est très bien. Et en même temps, on a son espace commercial, beaucoup plus simple, quelques espèces qu'on maîtrise bien. C'est simple pour toute la maintenance, les itinéraires techniques. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Oui, sur un cas de figure assez classique, c'est le couple qui, à la fois, veut se lancer dans l'activité agricole, il autoconstruit son habitat et ils ont des enfants en bas âge. Il faut l'éducation à la maison en plus. Voilà, allez, éducation à la maison. Alors là, burn-out à peu près assuré. À un moment donné, non mais c'est parce que c'est hyper exigeant. Et souvent, les gens qui rentrent là-dessus, au bout de 3 ans, hop, ils pètent une durite et après ils baissent la voilure parce que c'est hyper intensif, quoi. Ils bossent, mais c'est impressionnant, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a un bon nombre de couples cassés aussi, enfin des expériences très très dures, notamment sur la restauration. Ça arrive souvent sur la restauration d'un vieux bâtiment où tu passes de l'énergie folle là-dedans. Moi, j'en parlais dans une association qui est spécialisée sur l'accompagnement à l'autoconstruction, qui est l'association HN44 qui bosse donc en Loire-Atlantique. Et eux, ils expliquent qu'il y a un taux de divorce chez les couples qui font de l'autoconstruction, mais qui est hallucinant, quoi. C'est tellement énergivore que tu n'as plus de place pour l'autre, quoi. C'est difficile. Dans ta galère personnelle. C'est difficile. Donc, on peut le faire, mais il faut y aller tranquille. Oui, et puis justement, du coup, moi, je ne mettrais pas tous les chantiers au même moment. Typiquement, si vous lancez, alors bon, soit vous avez la chance d'avoir le bâti tout de suite, ça, très bien. Mais sinon, vous avez, que ce soit hérité, donné, ou bref. Vous l'achetez si vous avez les moyens, mais il y a aussi l'idée de l'habitat n'a pas forcément besoin d'être sur la ferme au début. Voilà, c'est un peu un schéma qu'on a dans l'esprit, mais c'est pas obligé au début. Typiquement, ce qui peut être plus vivable, c'est de faire une location qui est pas loin, voilà, pas trop loin. Comme ça, on n'a pas toute la pression de l'autoconstruction, tous les frais, tous les investissements liés à l'autoconstruction, tout ça. Et on peut vraiment se concentrer sur son projet, voilà, phaser le projet. C'est ça, tu design l'arrivée des choses, t'organises. Le design, c'est aussi dans le temps, et oui, c'est temporisé. C'est penser en termes de phasage. C'est ça. C'est très important, si on se dit il y a tout ça à faire et qu'on doit tout faire d'un coup, déjà ça fait peur. C'est ça. Alors que si on se dit cette année je fais ça, l'année prochaine peut-être je ferai ça, et ainsi de suite. C'est cool, quoi. Ouais. Et puis un autre conseil que je peux donner, et on parle assez peu, c'est la question de l'insertion sociale. Alors je pense en particulier aux néo-paysans, c'est-à-dire gens qui ont vécu en ville jusqu'ici, ils s'installent souvent à la campagne, et du coup, ils n'ont pas la culture de la campagne. Et souvent, du coup, il y a des incompréhensions, ils ont des modes de vie qui sont très différents des gens de la campagne en place. Voilà, et ça suscite des incompréhensions, des difficultés, et parfois ça arrive sur des choses assez extrêmes comme des sabotages. C'est des choses qui arrivent. Donc il faut bien anticiper ça déjà, se demander comment est-ce que ça intégrer plutôt que séparer, encore une fois, réutiliser les principes permaculturels. Se demander, quelle complémentarité je peux trouver avec mon environnement, même si mon voisin il est peut-être en agrochimie et ça me plaît pas ce qu'il fait, mais ok, mais quelle complémentarité on peut trouver quand même. Et finalement, c'est vraiment se poser ce souci de l'insertion sociale au niveau local. Donc lire la gazette locale, aller dans les commerces locaux, aller dans le café du coin, typiquement. Et pas hésiter à demander des conseils et de l'aide auprès d'autres personnes, des gens du cru. Voilà, c'est hyper important à mon avis. C'est à prendre en compte. Chez moi, dans le Limousin, notamment, là où on est, ils aiment pas trop si tu laisses une prairie s'enfricher, ils aiment pas trop ça, quoi. Donc ça vaut le coup d'avoir des animaux juste pour maintenir la prairie, et au moins les gens disent il maintient sa prairie, c'est un bon gars. Voilà, si tu laisses venir les ronces et les machins,
écologiquement, c'est bien les ronces et tout ça, mais peut-être que socialement, au niveau du village, Ouais. tu peux créer des tensions. Tu peux faire des ronces sur un petit coin ou enfin, réfléchir à ça en tout cas. C'est Quoi. ça. C'est ça. En tout cas, se demander comment est-ce qu'on peut trouver des complémentarités et puis voilà, vraiment se soucier de l'insertion sociale et les événements locaux, tout ça. Et puis dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, il y a à mon sens deux valeurs qui sont très respectées dans le milieu de la campagne. Quelle que soit l'apparence, le mode de vie, tout ça, c'est le travail. C'est le fait qu'ils te voient bosser dans le champ. Voilà, c'est très respecté et c'est l'humilité. C'est pas venir en mode ça y est, moi je vais tout vous apprendre, je vais faire mes cultures, je vais tout vous expliquer. Non, ça c'est l'horreur, il faut absolument éviter ça. C'est l'humilité, c'est le valeur et l'humilité. Il faut pas se dire je vais arriver, je vais leur expliquer comment on fait quoi. Non, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Bon. Oui, donc autre conseil, c'est aussi se demander comment est-ce qu'on peut réguler son temps de travail. Parce que là aussi, installation, enthousiasme, énormément de choses à mettre en place. Et souvent, voilà, on bosse, mais des temps de travail absolument hallucinants, 70, 80, pousse à 90 heures semaine, c'est incroyable. Bref, donc ça, on n'est pas dans le prendre soin de l'humain qui devrait être un peu à la base du projet quand même. Et du coup, les risques, c'est du burn-out, c'est beaucoup de charge mentale, c'est de la fatigue, le divorce, on en parlait. C'est aussi des risques physiques. Au départ, on peut prendre sur soi quand on est jeune, mais on se retrouve derrière souvent avec des TMS, des troubles musculo-squelettiques au bout de quelques années. Hop, ils ont des tendinites, le genou ou le coude qui est bousillé. Enfin, vraiment, c'est dur, quoi. Il y a vraiment des handicaps au final. Donc, se pose derrière la question déjà, comment est-ce que je peux vraiment être efficace toujours pour diminuer mon temps de travail, être raisonnable autant que possible. Comment est-ce que je peux varier mes postures de travail et puis faire attention à mes postures de travail, toujours se demander comment je peux les améliorer, faire de l'échauffement avant de travailler, faire des étirements, penser ça comme une activité physique, comme on ferait une activité sportive en fait. Pas hésiter à faire de la préparation physique. Ah ouais. Avant l'activité agricole, tu vois, c'est une chose que j'ai découvert en woofing. On n'a pas l'habitude, en bon urbain, de bosser 10 heures dans un champ, on n'a pas l'habitude. Donc finalement, faire de la préparation physique en amont d'une installation, je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Et puis un truc qui est vraiment aussi important à prendre en compte, c'est qu'on va vieillir. C'est-à-dire que dans ton projet, dans ta création de projet, il faut penser à se diminuer sûrement la masse de travail qu'on va avoir avec le temps. Alors après, au fur et à mesure, on est de plus en plus expérimenté, voilà, on est plus efficace. Mais bon, faut savoir qu'on vieillit, physiquement. Bon. Puis il y a beaucoup d'inventivité maintenant sur les outils, sur des outils low-tech qui permettent d'être vraiment plus efficaces. Type la canne à planter, clac, on n'a pas besoin de se baisser, clac, c'est une canne, on reste à hauteur d'homme, clac, on la pose, on met le plan, clac. Le paper pot transplanter, donc c'est un outil pour transplanter des plants par centaines en maraîchage. Hop, en gros, tu fais des semis dans des pots en carton qui sont facilement biodégradables. On les met dans l'engin et puis hop, ça déroule. Tu le portes toi-même. C'est juste l'énergie humaine. Et hop, ça plante tes plants en pot. Donc le carton est biodégradable, donc là il se dégrade. Et le plan il est mis en place. Donc tu gagnes un temps incroyable sur ta transplantation. Typiquement des semoirs multirans pour être plus efficace. La ramasseuse à mesclin qui est activée avec une perceuse qu'on peut faire en autoconstruction qui permet de gagner un temps incroyable sur la récolte. Voilà. Là, il y a beaucoup d'inventivité, il faut vraiment se renseigner là-dessus. Par exemple, il y a des coopératives comme l'Atelier Paysan ou la Fabriculture qui, typiquement, en France, bossent là-dessus. Ils font beaucoup de recherche-développement pour trouver des outils vraiment efficaces. Donc, c'est processus de réflexion. Donc, autre conseil, c'est aussi qu'on voit souvent la comptabilité comme une obligation qui est pesante, qui est obligée. Bref, on la voit comme une contrainte. Clairement. En bon permaculteur, on verrait ça comme se demander comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'appliquer le principe le problème et la solution. Ça paraît être un peu surprenant pour la compta, mais en fait, oui. Il faut se dire, à mon avis, il faudrait voir la compta comme une opportunité pour avoir une vision beaucoup plus fine, faire beaucoup mieux de la rétroaction. Et finalement, si tu comptabilises déjà les aspects financiers, mais si en plus tu comptabilises l'aspect de temps de travail. Typiquement, tu as ton petit carnet dans une poche du pantalon, hop, tu notes, tu as passé tant de temps dans la journée à faire ça, voilà, vraiment un truc très simple. Donc un peu comptabiliser ces heures de travail aussi. Et on fait à quoi? Et du coup, on peut derrière développer les calculs sur quelle est ma rentabilité, sur telle production, à l'heure, et vraiment des indications vraiment très très fines, et appliquer vraiment l'aspect, pratiquer l'autorégulation et accepter la rétroaction, le principe fonctionnel, mais de façon vraiment très 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 fine.
Ouais, on ne se rend pas forcément compte du nombre d'heures qu'on passe à faire telle ou telle activité. Petit carnet dans la poche. C'est ça. Alors que peut-être ta rentabilité horaire, peut-être elle peut être très peu rentable, ça peut être 2-3 euros de l'heure sur certaines productions, et ça peut être... Sauf que tu vas te rendre compte qu'un truc que tu fais vite fait, il te rapporte beaucoup plus. Eh oui. C'est en économie, on parle de la loi de Pareto. C'est le concept comme quoi, en gros, dans les entreprises, c'est finalement 10% de la production, 20% de la production qui fait 80% du chiffre d'affaires, dans l'idée. Donc c'est un peu se demander, voilà, dans ce que j'ai mis en place comme activité agricole, finalement, quels sont mes 20% qui font le plus gros, et puis se demander peut-être que je vais peut-être plus me recentrer là-dessus si je vois qu'au niveau économique, je dois encore m'améliorer. Et dernier conseil, c'est la question de l'installation collective. L'installation collective, parce que souvent, l'installation, ça se passe classiquement soit seul, ou en couple. L'immense majorité se passe comme ça. Et finalement, c'est très minoritaire encore actuellement, l'installation collective. À mon sens, c'est vraiment une clé pour le futur. Parce que du coup, c'est beaucoup plus de résilience au niveau humain, forcément. C'est aussi beaucoup de complémentarité dans les compétences, dans les affinités, etc. Donc c'est hyper intéressant. Après, c'est beaucoup plus complexe à mener qu'un projet en couple ou seul, nécessairement. Arrive le fameux PFH, hein. Le précieux ou putain de facteur humain, hein. Ça dépend. Donc derrière, ça pose des enjeux sur la gouvernance, les outils d'intelligence collective, et puis surtout bien clarifier la vision au départ. Parce qu'il y a quand même le projet qui se clash rapidement. Bah oui. Parce que ça a mal été. Parce qu'on se rend compte, finalement, les gens se rendent compte qu'ils avaient les visions qu'on concordait pas. Et donc vraiment bien travailler sur la vision, c'est hyper fondamental. Vaut mieux que les deux personnes finalement se rendent compte qu'ils n'ont pas la même vision et qu'ils ne fassent pas le projet ensemble, le plus vite possible, plutôt qu'ils se lancent dans le projet, ils achètent du foncier, et puis là ils se rendent compte que ça marche pas. Clairement. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de corriger la trajectoire, hein, clairement. Ouais, ça ne suffit pas de se dire on va faire de la permaculture ensemble, ça suffit pas, que ça veut tout rien dire. Donc... C'est vrai, là. Il faut, derrière, ça pose la question de se former sur tous ces outils qui sont beaucoup. Hyper performants en plus, souvent. Oui, mais encore faut-il prendre le temps de bien les comprendre, de les s'approprier pour les mettre en œuvre. Bon, je pense qu'on a pas mal de choses là quand même, non? Pas mal de choses. Bon, vous avez des tonnes de liens en dessous. Je mets aussi le lien de ta chaîne. Donc tu as une chaîne sur YouTube qui s'appelle L'Atelier Fertile. Voilà, l'Atelier Fertile. Tu as aussi un petit bouquin qu'on n'a pas montré. Un petit bouquin, non? Un bouquin. Ouais, un gros bouquin, enfin un moyen. Projet agricole alternatif, les règles de droit à connaître. Ok. Parce que oui, à la base j'ai une formation en droit et puis j'ai bossé pendant 3 années comme juriste. Donc moi un constat que j'avais fait dans mon activité, c'est que les porteurs de projets agricoles, souvent ils trouvent peu de données vulgarisées sur le juridique. Après des bouquins juridiques pour des experts en droit, il y en a. Des bouquins qui expliquent à n'importe qui n'a pas fait d'études juridiques, vraiment les règles de droit, il n'y a pas grand chose. Donc je trouvais vraiment intéressant finalement de reprendre toutes les principales questions, vraiment les questions qui reviennent très couramment pour les porteurs de projets, type quel est mon statut social, le type d'entreprise, l'autorisation d'exploiter, comment on fait. Pour l'habitat aussi, et dans les grandes lignes, comment on fait pour les autorisations d'urbanisme. Bref, toutes les questions très récurrentes, j'ai récupérées, hop, et puis j'ai fait quelques mois d'écriture du livre. Voilà, sur 150 pages finalement. Après, il y a une version numérique et une version papier. Ok. On peut choper ça sur ton site, Atelier Fertile. Tout à fait. Bon, merci beaucoup pour toutes ces infos. Avec plaisir. Et à une prochaine. À une prochaine. Allez, ciao.